C'est vrai qu'il y a une bonne acoustique. Eh bien, bonsoir à tous. Est-ce que c'est bon pour la caméra? Vous êtes. C'est bon pour vous? Ok, très bien. Eh bien écoutez, bonsoir à tous. Oui, alors c'est filmé, comme ça je le dis tout de suite, puisqu'il y a deux caméras. Donc c'est pas pour vous filmer vous, normalement, voilà, vous êtes de dos, donc vous inquiétez pas. Parce qu'effectivement, vous êtes à une conférence, rencontre plutôt, disons, débat, puisque l'idée c'est vraiment pour vous de poser des questions à nos deux universitaires. Oula, pardon. Nos deux universitaires à côté de moi, ici, je vais me mettre au milieu pour pas trop les masquer. Voilà, donc bienvenue à cette rencontre débat autour des migrants, de la migration, des migrations. Je me présente, donc moi je suis Philippe Guillig, je suis maître de conférence à la faculté des sciences sociales à Strasbourg et je suis à l'initiative de cette soirée avec ma collègue Fleur Laronze qui est là-bas au fond, maître de conférence en droit public, en droit du travail, et Alice Tudy qui travaille à la MICHA, donc la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme d'Alsace. Voilà, donc cette soirée est organisée en gros par l'Université de Strasbourg avec des universitaires ici. Elle est voilà, destinée au grand public, donc l'idée c'est vraiment de poser un maximum de questions. Germain Mignot, voilà, qui gère ici la trêve, vous vous rappelez comment ça va se passer, quelles sont les idées reçues qui vont être abordées. On a aussi, et on la remercie, un soutien de la ville de Strasbourg, enfin même de l'Eurométropole de Strasbourg, et elle est plus représentée ce soir en la personne de Floriane Varieras, adjointe à la ville inclusive. Et je te laisse la parole pour dire un petit mot. Faut que je me mette là pour le micro, c'est ça? Moi, je pense que ça sera bien. Bonjour à toutes et tous et bienvenue ici. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aussi nombreux et nombreuses dans ce lieu qui, il y a quelques mois, était en travaux et quelques mois avant était totalement vide. Un lieu pourtant marquant pour le quartier qui était un peu au cœur de sa vie et qu'on a décidé de réinvestir avant de pouvoir faire des travaux à destination d'une cantine scolaire. Donc rien à voir avec ce sur quoi on est là aujourd'hui, mais de pouvoir l'investir au bénéfice de personnes qui sont en difficulté, en tout cas dans des marasmes administratifs divers et variés, des personnes qui sont en exil principalement, même si on prône un accueil inconditionnel et donc on ne demande pas aux personnes de pouvoir prouver leur nécessité de venir ici. Venir ici parce que la trêve, on veut que ce soit un lieu de répit, un lieu où les gens peuvent se reposer, prendre le temps de pouvoir faire une pause dans leur vie quotidienne, ou en tout cas dans les périples dans lesquels ils peuvent se trouver. Mais c'est aussi un lieu que l'on veut d'idées. Donc trêve, lieu de répit et lieu d'idées. C'est pour ça qu'il y a le T apostrophe rêve. On est convaincu avec la maire de Strasbourg que la mobilisation citoyenne, le fait de pouvoir mettre en débat les choses, le fait de pouvoir accepter la discussion, la rencontre, ça participera à créer une société un peu moins abîmée, une société meilleure, une société plus inclusive. En tout cas, on l'espère et on en est convaincu. Donc voilà, je vais pas être plus longue. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir proposé de venir ici. On est ravis de pouvoir accueillir l'université dans ses locaux. Et ça incarne bien ce pourquoi on a fait en sorte que ce lieu puisse ouvrir pour l'année qui vient. Voilà. Et bon débat à toutes et tous. Merci. Messieurs. Bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Germain, je suis responsable de ce lieu qui, comme le disait Floriane Valleras, vient d'ouvrir début décembre, le 8 décembre. Donc vous voyez, on est vraiment sur un lieu d'accueil où on permet à des personnes de pouvoir venir, mais aussi un lieu où on permet aussi la discussion, le débat, la rencontre avec des habitantes de Strasbourg sur différentes thématiques, que ce soit les enjeux de migration, les enjeux de solidarité et d'entraide. Je remercie aussi l'université d'avoir bien voulu venir et puis un petit peu d'étraîner aussi cette rencontre grand public. On a déjà eu au mois de décembre la possibilité notamment de faire une cérémonie de parrainage républicain. Je pense que vous pourrez lire un article dans Strasmag d'ici pas très longtemps sur un peu cette dynamique aussi de parrainage. Et puis aujourd'hui, voilà, de pouvoir engager aussi la discussion avec vous. Du coup, je vais vous présenter nos deux intervenants.
À ma droite, donc Valentin Husson, prof de philosophie, spécialisé en écologie politique, chargé de cours à l'Université de Strasbourg. Valentin renverse un peu la hiérarchie traditionnelle entre l'être et l'avoir, réhabilitant ce dernier comme un impératif écologique pour repenser notre rapport à l'environnement, dans une relecture novatrice de la philosophie. Et c'est aussi sous cet angle que Valentin propose d'interroger les dénominations et les effets des catégories. L'idée, vous allez voir, c'est qu'on puisse vraiment aussi échanger avec vous. Et puis, à ma gauche, Julien, maître de conférence en droit public, qui enseigne le droit des étrangers, bénévole depuis plusieurs années à la CIMAD, et puis aujourd'hui coprésident de la CIMAD Grand Est, avec son expérience d'accompagnement dans l'accès au droit de personnes étrangères et incarcérées, et aujourd'hui aussi membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est ça. Parfait. Sans plus tarder, du coup, je pense que vous voyez, il y a différents mots-clés un petit peu thématiques qu'on va essayer d'aborder ce soir avec nos intervenants et puis avec vous. Peut-être pour commencer, justement, pour un petit peu aussi pouvoir poser les bases. Une question peut-être qui nous trotte un petit peu tous en tête aussi, c'est, et que je pose à mes deux intervenants, est-ce que tous les migrants sont-ils des réfugiés ? Comment est-ce qu'on catégorise aussi, et puis peut-être essayer de revenir sur ce terme de migrant vis-à-vis des différentes dénominations administratives dont on peut entendre parler sans forcément des fois avoir cette information de qui rentre dans quelle case et comment on peut définir ces êtres humains, ces hommes et femmes qui partent de leur pays. Comment est-ce que vous voulez... D'accord. Je rebondirai. D'accord, très bien. Alors, premièrement, j'aimerais préciser le pourquoi de ma venue ici. Remercier d'abord la Trève pour l'invitation et pour l'organisation de cette rencontre qui, je le vois, a beaucoup de succès. À titre personnel, en tant que prof de philo et philosophe, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde quand je fais une conférence, donc j'en suis ravi et je vous remercie de votre présence. La philosophie, en règle générale, n'attire pas autant de monde et j'en suis heureux. Je bénéficie de sujets beaucoup plus larges que ceux de la philosophie pour vous voir tous ici. Alors, quelle est la place d'un philosophe sur ces sujets-là ? Je ne suis pas spécialiste des flux migratoires, mais au fond, la philosophie, elle a commencé comme ça. Elle a commencé par la déconstruction des idées reçues. Vous savez, dans un temps très reculé, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des gens qu'on appelait des sophistes. Aujourd'hui, on appellerait ça, je ne veux pas faire tout de suite dans le mauvais esprit, on appellerait ça des éditorialistes ou des communicants, vous voyez. C'est-à-dire des personnes qui, au fond, tentent d'obtenir l'assentiment du plus grand nombre en racontant n'importe quoi. Vous voyez, en ne s'occupant pas véritablement de la vérité et dont l'office principal est d'obstruer notre rapport au monde. Et les philosophes sont nés, en définitive, pour, au fond, nous permettre d'accéder à la réalité. Quel est le piège du langage ? Parce que je vais parler du langage et je vais avant tout parler de cette catégorie de migrants qui ne veut strictement rien dire. Quelle est la critique que l'on peut faire du langage ? C'est qu'en définitive, on ne voit jamais les choses, on voit toujours les étiquettes que l'on colle sur les choses. Et donc on a toujours un rapport au réel qui est obstrué par un discours, par une idéologie ambiante. Et aujourd'hui, en effet, on agite le terme de migrant, qui n'est pas une catégorie juridique, c'est une catégorie totalement indéterminée. Je ne suis pas si vieux que ça, même si j'ai des cheveux blancs, ce doit être une déformation professionnelle, mais quand j'étais à l'école primaire, on m'apprenait qu'il y avait des immigrés et des émigrés. Un émigré, c'est quelqu'un qui part d'un pays, un immigré, c'est quelqu'un qui arrive dans un autre pays. D'accord ? Aujourd'hui, on parle de migrants. Ce glissement sémantique, il faudrait l'interroger. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de migrants. Cette catégorie indéterminée qui ne renvoie pas à une catégorie juridique, je vous dis, on parlera tout à l'heure, il y a une catégorie juridique qui en parle, c'est la catégorie de réfugiés. Le terme de migrant, c'est une catégorie indéterminée qui est employée à dessein. C'est précisément parce que le migrant n'a pas de visage, c'est parce qu'il n'a pas de nom, c'est parce que ce n'est pas une singularité, c'est au fond parce que ce n'est pas tout à fait un humain qu'on l'agite dans les débats politiques, parce que c'est précisément ce qu'on ne peut représenter qui nous fait peur. Vous savez, la peur et l'angoisse viennent toujours de ce qui est irreprésentable. C'est le ressort des films d'horreur.
Vous voyez, quand vous regardez un film d'horreur, ça vous fait d'autant plus peur si le tueur est masqué, et si le tueur n'a pas de nom. Vous voyez, eh bien c'est exactement la même chose. On essaye d'anonymiser les migrants, on essaye d'anonymiser des individus, on leur ôte leur nom, on leur ôte leur visage, on leur ôte la singularité, et par conséquent les droits qu'ils peuvent avoir en vertu même de leur humanité, de leur nature humaine, pour, si vous voulez, faire peur et pour agréger par l'angoisse. Si vous voulez, l'union sacrée des politiques qui est toujours recherchée, c'est l'union des peurs. Rien ne fédère plus que la peur. Hein, il faut bien, comment dirais-je, exalter toutes les phobies, il faut bien exalter toutes les peurs pour qu'un peuple s'unisse contre un ennemi invisible, et d'autant plus, enfin, comment dirais-je, plus il est invisible, plus il fait peur. Vous voyez, c'est le ressort aussi des théories des complots. Les théories du complot, c'est toujours des choses totalement invisibles. C'est les Illuminati, c'est les francs-maçons, c'est les juifs, c'est les virus, etc., etc. Dès que c'est invisible, ça fait peur. Et le terme de migrant, je pense, et c'est une première chose que l'on peut dire, c'est une première idée reçue que l'on peut essayer de passer à l'examen critique, la catégorie de migrant est une catégorie vide. Si vous voulez, un émigré, encore une fois, part d'un pays, un immigré arrive dans un pays. Le terme de migrant, on a l'impression que ce sont des personnes totalement errantes qui ne cessent pas de migrer et qui ne cessent pas de bouger dans le monde. Et qui, ne cessant pas de bouger dans le monde, viennent nous troubler dans notre confort et dans notre quotidien qui nous semblait assuré. Et il y a une sorte d'intrusion du migrant dans nos représentations, dans notre psychisme et dans notre vie sociale qui nous inquiète. Donc voilà, la première chose que j'aurais aimé dire et que je viens de dire, c'est ça, c'est une catégorie indéterminée, il faudrait peut-être en trouver une autre, mais c'est une catégorie, et je veux le souligner, qui sert le discours politique et qui sert avant tout à agiter les peurs, à les exalter et à conduire les peuples par la peur. Donc voilà, c'était la première analyse que je voulais faire. Merci beaucoup Valentin. Peut-être une réaction du coup, peut-être plus sur le prisme juridique ou du droit. Oui, bon, la distinction, je pense qu'elle est assez connue et simple. Le réfugié, c'est une personne qui demande une protection au niveau national au titre de l'asile, sur le fondement de la Constitution et de la Convention de Genève de 1951. Et le migrant, c'est une catégorie qui n'a pas de portée, ou en tout cas de substance juridique bien définie, si ce n'est qu'il existe une définition qui a été proposée par les Nations Unies, à savoir une personne qui réside et séjourne dans un pays pour une durée d'un peu plus d'1 an. Donc à partir de là, on peut considérer que c'est une personne qui est migrante. Après, est-ce que ça a des implications particulières sur leur droit à séjourner ou pas? Absolument pas. Ce qui est au contraire de la catégorie de réfugiés. Si ce n'est qu'à ce stade, il y a déjà peut-être un point qu'on peut souligner, c'est que la catégorie de migrants qui n'a pas de portée juridique concrète s'apprécie sous l'angle du collectif. C'est pas un migrant, mais c'est des migrants. Et ça, sur l'appréhension des situations, c'est quelque chose qui est évidemment, qui a une signification et une importance très claire. Là où le réfugié, c'est un individu. Et au titre des textes, c'est une personne persécutée dans son pays, qui doit prouver d'ailleurs qu'il est lui-même individuellement la cible de persécution. Hein. On ne fuit pas un contexte de guerre ou un contexte menaçant. On est soi-même directement menacé, c'est la raison pour laquelle on demande une protection dans le pays. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est vraiment l'aspect distinction, on va dire, juridique. Moi, il y a une distinction sur laquelle il m'apparaît être important de revenir, même si elle n'est pas dans le titre de l'idée reçue, mais c'est la distinction entre étranger et national. Parce que c'est le point de départ du droit des étrangers. Le droit des étrangers s'applique aux étrangers. Les étrangers, c'est tout simplement les personnes qui n'ont pas la nationalité française, en particulier pour ce qui nous concerne. Et cette catégorie d'étrangers, à savoir des personnes qui vont voir leurs droits conditionnés, leurs droits sociaux, leur droit de résider, leur droit de construire une vie, à leur qualité, à savoir le fait de ne pas avoir la nationalité, c'est une construction qui est relativement récente. Ça, c'est un point que je pense utile de rappeler, à savoir que le droit des étrangers s'est construit en négative, ou en tout cas en lien avec l'établissement du droit de la nationalité. Et le droit de la nationalité, il est récent. En tout cas, tout est relatif quand je dis il est récent, mais c'est fin du 19e siècle. Il y a, vous avez sans doute entendu parler, la conception révolutionnaire du national et du citoyen, l'appartenance à la communauté politique. Donc il y a une sorte de, à la fois le ius soli, le droit du sol déjà, mais aussi une approche politique de l'appartenance à la communauté nationale. Mais ça va être sous Napoléon, en l'occurrence, en 1804, qu'on introduit le droit du sang.
Et cette introduction du droit du sang, en l'occurrence, va rompre le lien politique entre la communauté, entre, on va dire, l'individu et la communauté à laquelle il souhaite appartenir. Et à partir de là, on va avoir une communauté politique nationale à gouverner. Et le moment où ça va vraiment se développer, où le droit des étrangers, le premier titre de séjour en l'occurrence, va apparaître, c'est fin du 19e, et c'est un an avant la première loi, ou la seule loi d'ailleurs, la première vraie loi sur la nationalité de 1889, c'est en 1888. Et en 1888, on a un décret qui impose aux personnes étrangères, en l'occurrence, donc non ressortissantes nationales, de se déclarer en mairie pour avoir notamment l'autorisation de travailler. Donc le premier titre de séjour, en l'occurrence, n'est pas un papier au sens strict, mais une autorisation de travailler, donc liée au travail. Je parle de ça parce que finalement, c'est un peu ce qui va parcourir ou jalonner toute l'évolution du droit des étrangers, ou en tout cas le rapport qu'on va avoir au droit des étrangers, c'est-à-dire la construction de l'étranger en rapport au national travailleur. Là-dessus, c'est pas moi qui l'ai réfléchi, hein. Je renverrai aux travaux de Gérard Noiriel, l'historien notamment, c'est sa thèse en l'occurrence, je ne suis pas sûr, mais sur le creuset français, où il montre très bien cela, à savoir que à la fin du 19e siècle, on a une crise sociale, on a la question sociale, qui est un point important, à savoir une communauté ouvrière en grande difficulté, pour simplifier, et on n'a pas de réponse concrète à apporter à la question sociale. Et la seule réponse qui va être apportée lors de la Troisième République à cette époque-là, ça va être justement d'intégrer l'ouvrier national à la communauté nationale, à savoir de créer l'ouvrier français. Et le problème de l'ouvrier français, c'est pas la loi sur le travail, les industries, les patrons, etc., c'est l'ouvrier étranger. Donc il y a un lien ici qui me paraît plus important, presque encore plus intéressant que la distinction réfugiés-migrants, à savoir d'étrangers national et finalement le régime d'exception que connaissent les étrangers depuis cette date-là, alors que notez qu'avant, il n'y a pas vraiment de frontières, les gens s'installent, ils travaillent, s'il y a du travail, il n'y a pas de problème. Donc c'est que les frontières elles vont s'établir au fil des années, précisément à partir de cette période-là en particulier. Après, il y aurait plein de choses à dire sur la distinction réfugiés migrants, notamment sur le fait que le réfugié... Je peux le faire je fonce. Ah ouais, je pense qu'il faut y aller là, hein. À mon avis, tout le monde attend ça. En l'occurrence, sur la notion de réfugié, je disais c'est un individu. On peut se dire que le réfugié, dans l'esprit, on va dire, des politiques actuelles, c'est le bon migrant. En tout cas, le migrant économique, là, c'est le mauvais migrant. C'est l'indésirable, en l'occurrence. Tant qu'il n'y a pas de travail, il sera indésirable. S'il y a du travail, pas de problème, on l'accueillera. Ça, c'est tout le début du XXe, en l'occurrence. Il n'y a pas de frontières au début du XXe. Il n'y en a pas vraiment. Il y a des règles relatives aux frontières. On établit, on commence. Il y a des périodes de crise, on remet des frontières, on évacue, on expulse. On a besoin de main-d'œuvre, on ouvre les frontières. Ceci dit, au passage, jusque 1945, ceux qui font venir la main-d'œuvre, c'est les patrons. C'est-à-dire que l'État délègue au patronat la possibilité d'introduire des étrangers au regard de leur nécessité, la nécessité de faire travailler les gens dans leurs usines, bref, de faire fonctionner le capital. Après 1945, c'est le pouvoir qui reprend le contrôle précisément sur la main-d'œuvre en créant l'Office national de l'immigration et en dédéléguant la question liée au travail. Je dis ça notamment parce que je voulais juste revenir sur la question du réfugié, à savoir le bon migrant. Je mets de côté le migrant économique parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce qui est du réfugié, en l'occurrence, c'est le bon migrant dans l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire que sur tout l'échiquier politique, il y a toujours cette idée que, ok, le réfugié, on va faire en sorte qu'il puisse être protégé sur le territoire, de préserver ce droit-là. Pourquoi tout le monde, en tout cas, on va dire sur l'échiquier politique, tout le monde est d'accord, qu'il y a une sorte de consensus sur ce droit du réfugié? Parce que la définition du réfugié, telle qu'elle est inscrite dans la Convention de 1951, elle est datée, elle est à ce point datée qu'elle est quasiment... elle est plus adaptée, en tout cas, aux enjeux actuels, au point qu'on peut réduire la possibilité d'accueillir des personnes à ce titre-là. Je refais une précision sur la Convention de 1951. La définition du réfugié, quand je dis qu'elle est datée, elle n'a pas évolué depuis 1951. Et à l'époque, il y avait un conflit sur comment qualifier le réfugié. Et le conflit, sans surprise, je vous renvoie aux travaux de Karen Akoka, qui a écrit l'ouvrage « L'asile et l'exil », sur lequel elle revient sur sa définition. La définition n'est pas neutre. Le conflit, il est entre l'Est et l'Ouest, à savoir comment qualifier le migrant réfugié. Enfin, le réfugié, c'est celui qu'il faut protéger. La conception de l'Ouest, sans surprise, c'est l'individu qui serait persécuté par un pouvoir politique.
À la conception de l'Est, on y ajoute des personnes qui ont des problèmes, on va dire, socio-économiques, qui seraient victimes d'un système de production, un système économique particulier. Elle n'a pas évolué d'un iota, c'est pratique. C'est un individu qui doit prouver qu'il est victime par un pouvoir en particulier de persécution sur ses opinions, sur son orientation sexuelle, sur sa religion, etc., etc. On n'ouvre pas plus et on n'ouvrira pas plus. Et à partir de là, on accueillera peu de monde au titre de l'asile. L'asile, finalement, un droit qui protège peu et qui est inadapté aux enjeux contemporains. C'est la raison pour laquelle Valérie Pécresse vous dira formidable, le droit d'asile, c'est quelque chose qu'il faut... Je parle d'elle en particulier parce qu'elle a eu quelques propositions particulièrement difficiles sur l'accueil des personnes migrantes. Merci. J'ai peut-être pas été très clair sur la fin. Donc... Peut-être on le voit bien que la définition migrant, étranger, elle a évolué au fil du temps et puis de l'environnement. Mais peut-être que c'est le moment aussi de vous passer la parole pour les premières questions. Quelle est la distinction que vous faites entre un réfugié et un demandeur d'asile? Le demandeur d'asile, je réponds ? Non, c'est à toi de répondre là pour le coup. Le demandeur d'asile est en procédure pour obtenir le statut de réfugié, et le réfugié a obtenu le statut de réfugié et donc a une carte de résident. Hein ? C'est la même chose en deux étapes différentes. Ah bah c'est-à-dire que le demandeur d'asile n'est pas encore réfugié. Il peut ne pas l'être. Et il peut effectivement ne pas l'être. Ouais. J'ai presque la même question, mais je la tournerai autrement en disant quelle est la différence entre quelqu'un qui est poursuivi individuellement dans son pays, donc ce réfugié-là, et la maman avec la petite fille qui vient de Kiev, qui n'est pas individuellement poursuivie. Elles ont eu une protection particulière, les Est-ce que, personnes. au niveau Ouais. des définitions, c'est des réfugiés les deux? C'est pas des On demandeurs peut. d'asile, Alors les deux. après, il n'y a pas une qualification stricte de réfugié. C'est-à-dire tous ceux qui obtiennent une protection dans un pays au titre de persécution vont être qualifiés de réfugiés, mais de toute façon, voilà, dans le code, on n'y a pas indiqué réfugié. Dans le droit au sens strict, la notion de réfugié n'apparaît pas. Mais on considère que ceux qui sont réfugiés bénéficient d'une protection soit conventionnelle au titre des conventions internationales, soit au titre de la législation particulière qui comblerait les manques des conventions internationales. En l'occurrence, ce qui a été le cas pour une partie des réfugiés ukrainiens, qui fuient un conflit, et donc qui ne fuient pas forcément une menace directe, mais qui fuient un conflit généralisé. Et on peut toujours. Ouais. Ouais, il y a une question au fond. Oui, bonjour à toutes et à tous. Gabriel, militant pour la liberté de la circulation et d'installation. Merci beaucoup à l'Université de Strasbourg et à la trêve d'organiser ce débat parce qu'il est absolument nécessaire. Et je pense que de commencer par la question des définitions et de ce qu'on met derrière les mots, c'est hyper important parce qu'on est hyper nombreux à tous y retrouver. Parfois les personnes concernées elles-mêmes, au-delà des migrants, réfugiés, il y a d'autres termes encore. L'extrême droite, elle adore le terme de clandestin. Il y a le terme de sans-papiers, qui lui est venu des Luttes, de la Ligue de Saint-Bernard, et où c'est les travailleurs immigrés qui se sont appropriés ce terme. Donc voilà, c'est clair et net que tous ces termes, ils permettent, comme tu disais, d'anonymiser les gens. Mais en même temps, ils permettent d'assimiler. Enfin, je ne sais pas si on sera tous et tous d'accord, mais il y a le migrant, par exemple, on parle très peu. Nous, à Strasbourg, on a un type de migration qui n'est pas le même que partout, que dans le reste de la France. On est à l'Est, donc il y a beaucoup de gens d'Europe de l'Est. Des Géorgiens, des Albanais, des Arméniens, des Tchétchènes, des Kosovars, des Bosniaques, etc. On n'en parle jamais quand on parle de migrants, ou presque jamais. On a cette idée du migrant musulman, par exemple, qui vient d'Afrique. Dernièrement, on est migrant, on est africain, on est musulman, on est aussi sous OQTF. On le voit là, la semaine dernière, il y a encore quelqu'un qui a fait une attaque au couteau. Il se trouve que c'est quelqu'un d'OQTF, après le meurtre afro de la jeune Lola. Aujourd'hui, le débat il est sur les OQTF, c'est dangereux, migrants qui nous mettent en danger avant d'aller au travail. Dans cette salle, on a des mères de famille qui sont sous OQTF avec leurs enfants et qui demandent juste à travailler ici normalement, dont les enfants ont des parcours scolaires, tout ce qu'il y a de plus typique, voire même meilleur que la moyenne par les épreuves qu'ils ont vues, et qui sont menacés d'expulsion, juste parce qu'à un moment donné, effectivement, le droit d'asile aujourd'hui ne répond plus du tout aux besoins d'individus qui fuient des situations diverses et variées. Je pense par ailleurs aujourd'hui, peut-être
la différenciation, ouais, c'est long là, mais entre migrants économiques et migrants politiques, elle a tendance à se fouter, notamment avec les questions de migration écologique, etc. Et qu'aujourd'hui, il faut véritablement reposer la question de l'accueil, et je crois que c'était le terme du débat d'aujourd'hui, et il faut se la poser collectivement, parce que c'est derrière la question de l'accueil, c'est même un projet de société généralement, et de comment est-ce qu'on envisage les solidarités, et comment on envisage le vivre ensemble, comme ils aiment bien dire. Et voilà, donc, désolé pour l'intervention un peu longue, mais voilà, à Strasbourg, on est en plein dans le problème. On a eu le camp de l'Étoile pendant 6 mois. Là, les gens qui sont partis tout à l'heure avec le monsieur en chaise roulante et l'autre qui est en béquille, ils ont passé 6 mois dehors au camp de l'Étoile. Et pour moi, un des soucis qu'il y a eu à Strasbourg, c'est qu'à ce moment-là, on a placé le débat sur la question du sans-abrisme. Alors que fondamentalement, c'était une question. Ces gens-là sont dans cette situation parce qu'ils n'ont pas de papier. Et et voilà, et tous les termes qu'il y a au tableau, ils reviennent là-dessus, et il y a Darmanin et le gouvernement qui prévoient un nouveau projet de loi Asile et Immigration qui va empirer encore 1000 fois plus la situation. Et voilà, désolé pour Non, c'est bien. Non, merci. On reviendra, il y a plein de choses et je crois qu'on avait prévu aussi, il y a pas mal d'idées reçues qu'on va essayer de, dans les autres questions qui vont être posées sur ce que tu as pu dire, Gabriel, merci en tout cas. D'autres ? Tout le monde sait ce que c'est que OQTF. OQTF, obligation de quitter le territoire français. Une mesure d'éloignement. Qui n'est pas l'expulsion au sens strict, qui est simplement la décision que vous devez partir soit par vos propres moyens, et si vous ne le faites pas, il y aura une possibilité de le faire de façon forcée, un retour forcé. Mais ce n'est pas la décision explicite d'expulsion, ce n'est pas l'arrêté d'expulsion. Qui est une décision administrative, si je m'abuse. Les deux, ouais. Madame. Oui. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'accueil en lien avec le droit à la mobilité et à la libre circulation des individus, qui est quand même un droit fondamental, non seulement français, mais européen et normalement mondial. À partir du moment où on a affirmé ce droit, bien sûr, il y a des filtres, etc., frontières, oui, tout ce que vous voulez, mais quand les gens sont là, ils sont là, peu importe de la manière dont ils sont arrivés. Il y a des possibilités de venir en vacances, il y a des possibilités ensuite de rester plus longtemps, de repartir et de revenir. Il y a également la question liée au profil des gens. Vous avez beaucoup évoqué les représentations et surtout les préjugés et les craintes de l'étranger, c'est-à-dire de l'inconnu en fait, qui ne vient pas seulement remuer notre petit confort, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ignore, et en même temps, on en a peut-être besoin. Quelque part, on ne se l'avoue pas toujours. Donc moi, je voudrais savoir quels sont les droits fondamentaux de l'accueil d'une personne qui vient d'ailleurs, peu importe sa nationalité, et comment les faire respecter, alors puisqu'on est à Strasbourg, déjà au niveau général, mais peut-être aussi au niveau local, puisqu'il y a des droits fondamentaux qui s'appellent la dignité. On a évoqué les migrants, bon, les immigrés, les émigrés. Il y a beaucoup d'invisibles qui sont tout à fait des femmes qui arrivent, dans le cas de couples mixtes ou dans le cas de regroupements qui se cassent la figure au bout de 3 mois, etc. Bref, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de situations variées et diverses. Et quels sont les moyens que nous avons pour pratiquer cette hospitalité dont on se rappelle. Merci. Vas-y. Je ne suis pas spécialiste sur la question, hein, pour le coup, c'est une question juridique à mon avis. Tout ce que je peux dire, alors là c'est d'un point de vue philosophique, Julien précisera les termes tout à l'heure. Je crois qu'il y a une distinction qui est fondamentale à faire et que la philosophie fait. Il y a un philosophe français qui s'appelle Jacques Derrida, qui est un philosophe du XXe siècle et qui a beaucoup parlé de ça, et notamment dans un livre qu'il avait coécrit avec Anne Dufourmentel, qui s'appelait De l'hospitalité, et où il différenciait 2 formes d'hospitalité, c'est-à-dire une hospitalité inconditionnelle et une hospitalité conditionnelle ou conditionnée. L'hospitalité inconditionnelle, c'est au fond l'hospitalité éthique. Vous recevez quelqu'un chez vous, vous lui dites « fais comme chez toi ». C'est l'exemple que je donne toujours. Quand vous dites à quelqu'un « fais comme chez toi », vous le recevez d'un point de vue éthique. Quand vous recevez quelqu'un chez vous en lui disant « fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi »,
vous le recevez de manière conditionnée, c'est-à-dire sous condition, et on appelle ça la politique. C'est un cadre juridique donné, que Julien précisera certainement, mais enfin, si vous voulez, il y a deux formes d'hospitalité, et il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que, si vous voulez, elle s'articule très simplement, cette double hospitalité. Quand un député de la République peut dire dans l'Assemblée nationale, ce qui était encore certainement impensable il y a quelques dizaines d'années, ou même il y a un an de cela, peut dire il faut le renvoyer en mer, ou il a qu'à rentrer chez lui, je ne sais plus quelle phrase exactement, a pu dire ce député. C'était pire. C'était quoi? Qu'il retourne en Afrique. Voilà, bon, voyez. Ça, c'est le travail de la censure inconsciente. Vous voyez, Freud fait bien les choses. On censure véritablement ce qui est insupportable pour soi ou ce qui choque nos convenances. Voilà, donc qu'il retourne en Afrique, cette phrase-là, c'est précisément la négation de l'hospitalité inconditionnelle. La question, c'est pas de savoir... si ces migrants-là, sur ce bateau, sont appelés à rester ou pas. La question, c'est de les recevoir avant d'en décider. Et c'est ça l'hospitalité inconditionnelle. L'hospitalité conditionnelle, c'est la question du politique. Le politique jugera. Je pense que le politique fait très mal et que c'est simplement une affaire politicienne et électoraliste et qu'on cherche avant tout à faire du chiffre et qu'il faut avant tout annoncer à l'horizon de quelque élection que ce soit, qu'elle soit législative ou qu'elle soit présidentielle, qu'on a reconduit à la frontière tant et tant de migrants. Voilà, c'est des chiffres. Encore une fois, c'est plus des individus, c'est des anonymes, c'est des masses informes, mais c'est important pour la petite course à l'échalote de tous nos politiciens qui, au fond, sont avides de pouvoir. Mais voilà, il y a une distinction simple à faire, c'est l'hospitalité inconditionnelle, l'hospitalité conditionnelle ou conditionnée. L'un revient à l'éthique. Quand vous arrivez dans un pays, ça a été le cas, j'ai un ami médecin psychiatre qui a reçu des réfugiés ukrainiens, syriens puis ukrainiens, vous avez des médecins. C'est ça l'hospitalité inconditionnelle. Vous avez des médecins pour savoir comment les gens vont. On les soigne avant de leur demander leur profession, leur identité ou quoi que ce soit. Je pense à une phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Emmanuel Levinas, qui est aussi un philosophe du XXe siècle, qui est un grand philosophe de l'éthique et qui disait le visage d'autrui se présente sans contexte. Et rencontrer autrui, c'est ne pas même voir peut-être la couleur de ses yeux. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. On ne vous demande pas vos papiers quand on vous rencontre. Avant de reconnaître vos droits, ou avant, de vous demander d'où vous venez, on fait connaissance avant la reconnaissance. Il y a une manière d'entrer en contact avec l'autre. Et ça, c'est précisément l'éthique. Le reste appartient au domaine de la politique, c'est-à-dire au domaine du juridique. Voilà, c'est la simple distinction que je voulais faire, mais on pourrait y revenir. Je pourrais préciser selon les... Il y avait une question là, et puis après... Un droit à l'hospitalité. Une convention internationale, une convention européenne, le code de l'action sociale et des familles qui institutionnalise le fait que l'accueil devrait être inconditionnel. En tout cas, pour le droit à l'hébergement dans le cadre du code de l'action sociale et des familles. En fait, un type d'hébergement. Avoir juridiquement quelque chose qui promeut la conditionnalité, ça ne suffit plus. Je suis d'accord. Ça me permettrait de nuancer sur l'approche de l'accueil inconditionnel. Alors sur l'approche de l'hébergement, c'est réservé à un type particulier d'hébergement qui est l'hébergement d'urgence, qui n'est pas vraiment donc la possibilité de donner le droit de séjourner. C'est juste, on fait abstraction de votre situation administrative. Ceci dit, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu une mise à jour du Conseil d'État au 26 décembre 2022. À savoir qu'il y a eu 2 décisions du Conseil d'État. Une première, je rebondis sur l'hébergement d'urgence, une première indiquant qu'on ne regarde pas la situation administrative, donc on héberge les personnes qu'importe leur situation. Et la deuxième indiquant que s'il n'y a pas assez de place, on priorise. Et la priorité sera donnée à ceux qui ont une situation régulière. Ça, c'est le premier point. Après, c'est pour répondre plutôt à la question aussi, faire le lien avec la question, savoir si on a une liberté de circulation consacrée. Alors il en existe une dans le cadre de l'Union européenne et c'est vraiment une liberté de circulation qui n'implique pas nécessairement la liberté d'installation, c'est pas la même chose. On peut circuler, le touriste circule, il a 3 mois pour circuler.
Au-delà de 3 mois, il faut justifier sa présence sur le territoire. Ça, c'est pour le cadre de l'Union. Et la justification, elle se précise sur un terme, c'est actif ou inactif. Et l'inactif, là encore, n'est pas désirable. Ce qui faisait dire d'ailleurs à une professeure, Karine Parot, dans son ouvrage Carte blanche, le droit des étrangers, là j'inclus le droit communautaire, c'est un droit anti-pauvre. On trouvera ça à plusieurs endroits. Un droit anti-pauvre, c'est-à-dire qu'il y a 2 mesures qui permettent de faire échec quasiment à toute délivrance de titre de séjour. La première, c'est la menace à l'ordre public. On aura l'occasion d'y revenir. C'est la quintessence même du droit des étrangers. Et la deuxième, c'est les ressources. Si vous n'avez pas de ressources, les ressources. Si vous n'avez pas de ressources, ça va être compliqué d'obtenir un titre, en tout cas, stable. Et j'entends dans les types stables, le Graal, quelque part, c'est le titre de 10 ans. Le titre de 10 ans, il est conditionné à une condition de ressources. Et la condition de ressources, c'est pas une faible ressource, c'est pas un RSA, quoi. Très clairement. Au-delà de ça, sur la question de la libre circulation, il n'existe aucun droit consacré nulle part de pouvoir entrer quelque part et t'y installer. Malheureusement. Alors, je rejoins ce que disait le monsieur tout à l'heure. Moi, personnellement, à titre personnel, je soutiens, dans le cadre dans la CIMAD, mais au-delà, la liberté de circulation et d'installation, qui revient à l'abolition des frontières juridiques. Je pense que ce n'est pas du tout impossible. On l'a connu, on peut le reconnaître. Ça a existé, ça pourrait réexister. Alors, ça appelle quelques aménagements particuliers. Quand on dit ça, il y a certains qui disent « attendez, mais ça va être n'importe quoi ». Et personne n'a dit que derrière, on abolissait toutes les institutions qui permettent de maintenir un certain ordre dans la communauté politique. On a dit qu'il y a des gens qui veulent s'installer, et après, il y a un cadre d'installation. Mais toute la démarche relative au titre de séjour, aux procédures vexatoires, humiliantes, racistes, dans la question au niveau des préfectures, ça n'existerait plus. C'est ça la liberté de circulation et d'installation. Et au final, ça peut être un vrai gain pour tout le monde, pour l'apaisement, pour des raisons diverses et variées, plus matérielles parfois. Mais aux sens strict actuellement, il n'y a rien. Il n'y a aucun droit à s'installer quelque part. Il n'y a aucun droit à être régularisé. C'est une faveur. D'ailleurs, le Conseil d'État le dit très bien. C'est une mesure de faveur. La régularisation est une mesure de faveur. Ça a des implications juridiques très concrètes. Celle de ne pouvoir revendiquer, invoquer aucun droit à être régularisé. Une faveur de l'État. Merci. Une dernière question avant qu'on puisse... Le droit d'installation, pourquoi dans le temps les entreprises peuvent faire venir des gens pour travailler et les installer? Ils ont ce droit-là, les patrons? Alors, dès qu'ils ont des besoins particuliers, il y a des possibilités d'introduire des personnes sur le territoire au titre, au titre de séjour pour raisons liées à l'activité professionnelle. Oui, bien sûr. Quand une entreprise a un besoin et qu'elle cherche à faire venir, il n'y a pas vraiment trop de difficultés au niveau de la préfecture et au niveau du cadre de régularisation. Alors, on ne parle pas de régularisation d'ailleurs à ce titre-là. Il y avait une question juste depuis tout à l'heure, pardon. Oh, merci beaucoup. Là. Je vais abréger ma question, ça va permettre de passer à la phase suivante. Il y a un terme qui m'interpelle là, qui est le mot crise migratoire sur le tableau. Et si je prends le cas de la Grande-Bretagne, on présente comme une crise migratoire absolument terrible. C'est ce qui s'est passé cette année. 45 000 migrants, voyageurs, ce qu'on veut, qui ont traversé la Manche au péril de leur vie. Et pour un pays de 67 millions d'habitants. Le ratio de migrants de ce type-là pour 65 millions d'habitants, vous sentez que ce n'est pas ça qui va faire s'effondrer le Royaume-Uni. Hein, c'est quand même compliqué. Et je voudrais savoir exactement ce qu'est une crise migratoire, parce que je l'entends à toutes les sauces, mais fondamentalement, on a du mal à mettre au-delà de perception, de sentiment et de discours politique, on a du mal à mettre une définition sur ce qu'est une crise migratoire. Moi j'ai une réponse si tu veux. Alors moi je dirais, alors je te laisse la parole tout de suite, Julien. Non, alors, premièrement, je pense qu'on ne connaît absolument pas de crise migratoire actuellement. Je pense qu'à l'horizon, et pour des raisons écologiques, il y aura certainement quelque chose de cet ordre-là. Vous savez, les statistiques sont assez claires là-dessus au niveau des organisations internationales.
il y a un boom démographique, non pas actuellement en Asie, il y a un boom démographique actuellement en Afrique. Le continent africain compte aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants. À l'horizon de 2100, il y en aura 3,9 milliards. Avec le réchauffement climatique, les prévisions sont entre 2,5 et 9 degrés pour 2100. Coupons la poire en deux, c'est comme dans les manifestations, il faut faire entre les deux, entre la police et les syndicats, pour avoir à peu près le chiffre exact. On va dire augmentation de 6 degrés. Bon. Vous imaginez ce que ça signifie pour le continent africain, en tous les cas déjà pour l'Afrique subsaharienne. Ça signifie sécheresse, aridité, impossibilité des cultures, impossibilité de se nourrir, famine, guerre civile pour l'eau, c'est déjà le cas, en Somalie notamment et ailleurs, mais on n'en parle jamais, ça ne nous intéresse pas, puisque c'est pas l'Europe, puisque c'est pas blanc, parce que, etc. etc. Là, certainement, il va y avoir des questions qui vont se poser. Parce que qu'est-ce que vous faites d'un continent qui est habité par 3,9 milliards de personnes, et où les gens vont être obligés, comme l'humanité a toujours dû faire, marcher, bouger, être en mouvement pour pouvoir simplement survivre. Là, certainement que des questions se poseront autrement plus alarmantes que les bateaux de réfugiés que l'on a actuellement et qui font que, ne serait-ce que 200 personnes qui arrivent sur le territoire français, fait qu'on a Marine Le Pen au second tour tous les 5 ans. Vous voyez, ce sera certainement autre chose qui va se poser. Et certainement, ce sera des questions géopolitiques, de guerre civile, sur les territoires africains, etc., etc. Donc, si vous voulez, à mon avis, aujourd'hui, il n'y a absolument pas de crise migratoire. C'est absolument instrumentalisé par les politiciens. S'il y a quelque chose comme une crise migratoire, je rappelle que crise, ça vient du grec crisis, ça signifie du jugement, c'est-à-dire c'est ce qui implique une décision politique forte. Si l'on voulait éviter... Si l'on veut ces mouvements migratoires, ces flux migratoires que l'on ne pourra pas contenir et qui provoqueront des guerres, type Éric Zemmour, ou type, je ne vais pas les citer, on ne va pas leur faire de publicité, etc. Mais ces gens-là qui sont contre l'immigration, ils n'ont qu'à devenir écolos, si vous voulez. S'ils s'inquiètent véritablement des flux migratoires, leur véritable combat et leur véritable engagement devraient être du côté de l'écologie politique. Et non pas du côté de l'interdiction pour des bateaux de débarquer sur les ports français. Comprenez ? C'est une vaste... comme disait l'autre, ce monde est une vaste entreprise à se foutre de la gueule du monde. Mais on se fout de notre gueule. Hein. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et voilà, les vraies questions ne sont pas là. Et on ne pose jamais les vrais problèmes. Donc, pardon pour l'emportement, mais... Attention, c'est pas loin de ressembler à la phrase de Laurent Fabius en 84 sur l'extrême droite pose les bonnes questions mais n'apporte pas les bonnes réponses. Oh non, mais je sais pas. Qui était en lien avec la question de la migration et qui a marqué le tournant de la politique du Parti socialiste à l'égard de l'immigration. Je le disais. Oui, jamais pire que Rocard, mais pas loin. Ouais. Ceci dit, il faut qu'il devienne écologiste, mais aussi anticapitaliste. Ça fait mais ça, je suis. Ça fait beaucoup. Me lance pas là-dessus, je vais parler. Mais parce que voilà, il y a tout un système aussi d'échange et de production. Bref, on a le temps. Mais je répondrai sur la question de la crise migratoire en reprenant une antienne qui est partagée par un nombre d'associations, à savoir que c'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil. À savoir, on retombe sur la question de la liberté d'installation, de circulation et d'installation. C'est quelle est notre disposition à laisser ouvertes les frontières et à accueillir les personnes qui souhaitent bouger. De toute façon, on pourra militariser ce qui est en train de se passer, les différentes frontières de notre communauté politique élargie, les personnes viendront quand même. Je prends un exemple en particulier qui, pour moi, est assez frappant, c'est-à-dire sur le côté tout à fait artificiel de la situation et qui conduit quand même, c'est artificiel sur le papier, mais ça conduit à ce que des gens meurent. Très clairement, c'est la frontière entre les Comores et Mayotte. La frontière entre Comores et Mayotte en l'occurrence, c'est d'abord une frontière juridique. Ça n'est qu'une frontière juridique. Initialement, avant elle a une date, cette frontière. Les morts commencent à partir d'un certain moment. C'est 1995. Et 1995, c'est l'établissement du visa Balladur. Autrement dit, antérieurement à 1995, les personnes peuvent circuler, il suffit d'avoir suffisamment d'argent pour acheter un billet, pour prendre un bateau ou un avion, pour passer d'une des îles pour arriver à Mayotte. Et à partir de 1995, pour réinscrire Mayotte le rapprocher de la métropole et donc renforcer le caractère, la départementalisation de Mayotte, on décide que pour les îles et les communications entre les îles, il faudra avoir une autorisation d'entrée sur Mayotte, donc un visa. À partir de là, argent ou pas, ça va devenir très compliqué d'avoir un visa pour aller à Mayotte.
concrètement. Alors, c'est un archipel, hein. Jusque-là, il y avait des communications historiques. Bref, il y a eu des tensions, hein, entre les différentes communautés qui sont apparues de ce fait-là, principalement, de l'appartenance ou pas, ceux qui avaient demandé leur indépendance, qui ont accédé à leur indépendance et ceux qui ont refusé cette indépendance-là, donc rester rattachés à la France. À partir de là, on compte de 96 à aujourd'hui à peu près 20 000 morts dans la mer là-bas, enfin tout dans l'océan là-bas, juste après le visa Balladur. Donc les frontières juridiques tout à fait artificielles. Change de sujet. Ouais, peut-être il y avait Daniel qui... Et après on changera de... alors pas de sujet, mais de questions et d'idées reçues. Mais vas-y. Je vous fais rétro-pédaler, je m'en excuse. Quand vous dites une obligation de ressources, ouais. Quelles sont ces ressources qui peuvent être... que les personnes peuvent... Ouais, c'est divers et varié, ça dépend, mais en tout cas, c'est des ressources qui sont propres, généralement. Donc ça peut être soit un salaire, ça peut être des économies, ça peut être... enfin, voilà, ça dépend. Même des économies Oui, une épargne. Ou parfois, pour un accueil, ça peut être le fait d'être accueilli par une personne qui a les ressources suffisantes pour vous entretenir. Ça, c'est pour les visas. Et puis après, pour les titres de séjour, il faut avoir ses propres ressources. Et la deuxième question, on dit toujours qu'en Allemagne, par rapport aux personnes qui arrivent en Allemagne, l'Allemagne a moins de problèmes en capacité d'accueil. Il y a moins de gens qui se retrouvent sur les places, dans des tentes, etc. et qu'ils ont un autre traitement de l'accueil et peut-être de l'obligation de... Je sais pas, peut-être que... Ouais. Pour ma part, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a des éléments de comparaison là-dessus? C'est ce qui se dit un petit peu en Alsace. Ou est-ce que c'est archi... C'est vrai que localement, certains des associations, peut-être présents dans la salle, savent quelle est la politique d'accueil en Allemagne. Moi, j'ai pas d'éléments particuliers. On dit toujours que c'est... Oui, allez. Je rentre de 3 ans d'expat en Allemagne. Ah, bah voilà. Lorsque Angela Merkel a accueilli 1 500 000 réfugiés, oui, bah, il y a eu ça, à l'époque, et ouvert les frontières, en fait, tout le monde, et notamment le patronat, les patrons se sont frottés les mains, parce qu'il y a une telle pénurie de main-d'œuvre que de toute façon, l'intégration s'est passée dans la foulée. Ils ont été à peu près, sauf dans des länders comme la Thuringe. Et ça, c'est particulier, c'est lié à l'Allemagne de l'Est, ça vote à l'extrême droite, etc. Mis à part dans des länders comme ça, l'intégration s'est passée très très vite. Et notamment parce qu'il y a partout, et notamment sur le plan de l'emploi, en fait, on a retrouvé les mêmes taux de chômage qu'avant l'accueil. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient immédiatement absorbés et l'intégration a été facilitée. En revanche, effectivement, on va trouver dans des villes même comme Bonn, où il y a le siège de Deutsche Telekom et de DHL, quand même, des géants, on va trouver des centaines de gens à la rue, un peu comme partout. Malheureusement, là, voilà. Mais il y a eu un véritable effort d'accueil aussi, et on sait que dans le système scolaire, il y a une volonté d'intégration, mais on est dans une autre logique, parce que les communes ont beaucoup plus de prérogatives que les communes françaises. D'accord. Et les länders aussi, ce qui fait qu'on peut vraiment décliner les politiques en fonction des besoins locaux. Et ça le pouvoir central a un rôle beaucoup plus faible également. C'est l'État fédéral. Ceci dit, parenthèse, pour la ville, maintenant, si on a bien compris, il suffit d'exercer les compétences de l'État pour se faire rembourser. En revanche, un clin d'œil. Et donc, si je peux compléter, en revanche, quand on va sur l'Allemagne rhénane, regarder qui est au carnaval, et notamment dans les grands carnavals, qui est dans les cortèges, qui est habillé en majorette, etc., dans les fêteux, là, on va trouver que des natifs. Donc il y a une forme implicite de discrimination, de séparation qui se met quand même en place et qui n'est absolument qui n'est pas virulent, qui n'est pas aussi verbalisé que chez nous, mais qui est très implicite. Sur l'accueil en Allemagne, je voudrais quand même dire que lorsque les gens arrivent, les migrants, ils savent où aller. Par exemple, à Kiel, c'est au-dessus de la mairie, bon, il y a des lieux dédiés, c'est beaucoup moins compliqué que chez nous, où on va où quand on arrive à Strasbourg, c'est vraiment très très compliqué. Écoute, on sait bien qu'ils ont traversé le Sahara, puis d'autres choses, donc ils peuvent trouver que nous sont faits, mais enfin, là, c'est vraiment... Et je trouve que c'est vraiment mieux organisé que chez nous.
Avant de passer à la deuxième idée reçue, peut-être pour répondre de façon un peu pragmatique, voilà, la trêve vient d'ouvrir début décembre. On est encore dans cette période de mise en route, de rencontres avec les personnes et de travail notamment avec et les collègues des services publics, mais aussi avec les structures associatives, habitantes du territoire, pour que justement cette expérimentation, elle devienne un lieu un petit peu pour pouvoir éclairer aussi le parcours des personnes. Et on entend très bien cette difficulté de comprendre le parcours quand on arrive, vers qui se tourner pour répondre aux besoins qui vont être primaires, hein, se nourrir, se loger, s'habiller, mais aussi pour pouvoir être accompagné dans les démarches administratives qui sont, et on pourra rééchanger là-dessus, hein, qui sont très complexes et qui sont voulues complexes de toute façon. Peut-être pour enchaîner sur une deuxième idée reçue, alors on en a un petit peu parlé de cette notion aussi d'accueil, d'économie et en tout cas d'utilitarisme des personnes qui seraient des personnes migrantes. Peut-être une question qui se veut un peu rentre dedans. Est-ce que les renvoyer chez eux les migrants, est-ce que cela coûterait moins cher ? Voilà, c'est ce qu'on peut entendre aujourd'hui, ou en tout cas de façon un peu sous-jacente. Tout à l'heure, on a parlé des OQTF. Voilà, est-ce qu'il y aurait quelque chose, en tout cas, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire là-dessus, sur cette notion d'accueil et d'OQTF, de renvoi, d'hospitalité, justement ? Julien ? Moi, je pars sur le programme 303 de la loi budgétaire, donc fonce, si tu veux ouvrir et élargir le débat. Non, mais j'ai pas de... Non, je plaisante. J'ai deux, trois choses en tête. Je ne suis pas spécialiste du domaine, par conséquent, je ne vais pas pouvoir en parler, comment dirais-je, comme un technicien ou un technocrate pourrait le faire. Simplement, j'ai regardé un petit peu les chiffres pour préparer cette intervention. On dit souvent que le coût de l'immigration en France est absolument exorbitant et grève la population française. J'ai regardé, alors non seulement ils peuvent travailler, ils cotisent, ils rapportent de l'argent à la France, déjà premièrement il faut le rappeler, mais deuxièmement j'ai regardé au niveau du PIB, ça représente 1% du PIB de la France, c'est-à-dire que c'est quand même pas ce qui nous prend à la gorge ou nous étouffe que l'accueil de ces personnes-là. De la même façon, pour parler des flux migratoires et de l'économie, on pense souvent que, le plus souvent parce que c'est ça qui est agité à chaque fois, mais rappelez-vous, je pense à ça en passant, mais quand il y avait eu le traité européen de 2000, c'était quoi ? Lisbonne ? Ouais, le traité... Non, c'était avant Lisbonne. Lisbonne, ça avait été ratifié par Sarkozy. 2005. C'était la Constitution de 2005. Celui qui avait été... La figure qui avait été agitée, rappelez-vous, c'était la figure du plombier polonais. C'était le fameux plombier polonais. Il n'y avait même pas besoin d'aller chercher en Afrique cette fois-ci pour véritablement agiter la menace de celui qui allait voler le travail du petit Français et lui voler le pain de la bouche. Tout ça pour vous dire encore une fois que ces questions-là sont souvent utilisées à dessein politiquement, comme je le disais tout à l'heure, pour unir par la peur, pour faire la politique de la peur. Deuxième chose, je disais ça parce que, au fond, si on regarde les statistiques, on pense souvent que l'immigration est toujours une immigration économique. Que les flux migratoires sont toujours des flux intéressés de personnes qui cherchent dans des pays l'emploi qu'ils ne trouvent pas chez eux. J'ai regardé les statistiques, l'immigration de pays pauvres à pays riches, ça représente sur l'ensemble des flux migratoires 34%. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est une immigration de pays pauvres à pays pauvres. Et de pays limitrophes, c'est notamment le cas en Afrique. Donc ça aussi, c'est une idée reçue qui consisterait à penser que les migrants sont toujours là comme des... comment dirais-je mus par une avidité ou une cupidité absolument invraisemblable, seraient là pour voler les richesses d'un pays ou participeraient simplement à des mouvements économiques. Voilà, je peux dire ça, après je pourrais dire autre chose d'un autre point de vue philosophique, mais c'était simplement quelques chiffres pour oui, alors pour ma part, il m'apparaît extrêmement important de rappeler que la question du coût de l'immigration est un débat qui est porté et mené sur le devant par l'extrême droite depuis les années 80. Donc ça n'est pas neutre de à la fois poser la question et d'y répondre
sans mentionner cela. Il n'y a pas de chiffrage, il n'y a pas eu vraiment de chiffrage. Enfin, si, maintenant il y en a, mais initialement, en tout cas, il y a des tentatives de chiffrage, mais initialement, il n'y en avait pas. Et les premiers à avoir chiffré en France le coût de l'immigration dans les années 90, c'est l'extrême droite. C'est, en l'occurrence, j'avais noté, c'est Pierre Milos, qui est un haut fonctionnaire, un cadre du Front National, qui a publié aux éditions nationales, je ne sais plus quoi, en gros, mais qui chiffrait à 300 milliards de francs le coût de l'immigration, tout confondu, à savoir les services, le bénéfice des services, etc. etc. Donc en faisant bien sûr abstraction du fait qu'une personne n'est pas un poids mort dans une société, nécessairement. C'est revenu sur le devant dans les années 2000 par des économistes, je crois que c'était Holland et Bichot, qui étaient eux-mêmes encore affiliés, en tout cas proches de l'extrême droite, du Front National, qui est donc rebaptisé Rassemblement National, et c'est que donc c'est pas neutre de poser la question du coût. Il n'y a pas d'autres catégories de la population où on pose la question aussi explicitement de leur coût, de combien ça coûte, à qui déjà, j'imagine aux contribuables français d'ailleurs, ceci au passage. Ceux qui reposent la question du coût de l'immigration aujourd'hui, c'est les contribuables associés, qui est une association proche de l'extrême droite, qui défend le contribuable oppressé par l'État. Bon bref, à Dreux, sur tous les sites d'extrême droite, vous retrouverez le coût de l'immigration. Alors après, il y a eu des études plus sérieuses, relancées au courant des années 2010. Alors je dis plus sérieuses, ça dépend. Il y a eu la Cour des comptes qui a sorti des rapports sur l'entrée et le séjour. La Cour des comptes, elle ne s'embête pas. Elle ne rentre pas sur le débat de savoir, de faire quand on calcule le coût, en l'occurrence, on fait à la fois les services mais aussi les apports. Ce que ne fait pas la Cour des comptes elle prend juste le programme dans la loi budgétaire sur ce que l'État consacre à l'immigration au sens large, à l'asile d'immigration, ce qui implique évidemment entrée, séjour, accueil et tous les dispositifs d'éloignement, en l'occurrence. Donc c'est toute l'arc lié à la migration. Ça implique évidemment les programmes d'intégration. Le constat, c'est que c'est à peine 1% du budget, c'est quasiment, c'est pas grand-chose, c'est très peu. C'est en constante augmentation, soit, mais comme le budget de l'État. Donc c'est pas là-dessus, c'est à l'équilibre en plus, parce que il s'avère que ce qu'a indiqué tout à l'heure, les contributions des personnes sur le territoire, à savoir payer des cotisations, payer des impôts, même en étant irrégulier, est supérieure aux dépenses occasionnées. Bref, vous avez compris l'idée, il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y a pas vraiment de débat, il n'y a pas vraiment de discussion. L'OCDE, pareil, a fait une étude comparative au niveau des différents pays et conclut à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment de débat. On est à 1%, on est à l'équilibre. C'est pas sur la question des finances que ça se pose. Par contre, on pourrait discuter de celle des prestations sociales, parce que ça revient souvent, c'est-à-dire que les personnes étrangères bénéficieraient plus de prestations sociales que les ressortissants nationaux. Alors d'une certaine manière, ça peut s'expliquer aussi du fait de la position des personnes étrangères sur certains aspects, savoir que oui, quand on est pauvre, on a besoin de prestations particulières. Mais même ça, c'est pas une réponse, parce que c'est pas vrai. La situation de précarité dans laquelle se trouvent beaucoup de gens, ils ne savent pas forcément qu'ils ont des possibilités d'avoir accès aux prestations. Et puis, de façon générale, les statuts dans lesquels ils sont, ou quand ils n'en sont pas, c'est de restreindre au maximum l'accès aux droits. Je prends un exemple, à leurs droits sociaux. Je prends l'exemple du RSA, du revenu de solidarité active. Certains sans doute le savent, mais pour les conditions pour obtenir un RSA, c'est d'avoir plus de 25 ans, antérieurement à 25 ans si on est parent, occupant d'une personne, mais surtout aussi d'être régulier depuis plus de 5 ans sur le territoire. Donc vous ne pouvez pas faire une demande de RSA après avoir été régularisé. Ce qui a été une condition qui a été dénoncée à l'époque par la HALD, la Haute Autorité de lutte, qui est devenue le défenseur des droits, en 2008 je crois, qui a considéré que c'était une disposition... Alors les deux, c'était à la fois la condition de 25 ans et la condition de plus de 5 ans sur le territoire, considérait que c'était des conditions discriminatoires. Le Conseil constitutionnel a dit non. Et plus récemment, en 2021, le Conseil d'État a répondu indirectement à la recommandation du défenseur des droits pour faire sauter cette condition-là, en disant que non, c'est tout à fait juste d'établir, il n'y a pas de rupture d'égalité particulière, à situation différente, règles différentes, notamment celle d'une stabilité, d'une présence stable sur le territoire, considérant que 5 ans caractérisent la stabilité de présence sur le territoire. Donc déjà, partons du principe que peu déjà demandent le RSA quand ils le savent, quand ils savent qu'ils peuvent y avoir droit, mais en plus de ça, il y a un parcours avant de pouvoir obtenir
le RSA. Ceci dit, au passage, en plus de ça, tous les titres de séjour n'ouvrent pas droit au RSA. C'est seulement les titres de séjour avec autorisation de travailler. Et quand vous cliquez sur le site internet, il faut faire attention, parce que si vous cliquez à savoir est-ce que vous pouvez prendre un emploi, il ne faut pas cliquer, il faut cliquer sur le fait que vous ne pouvez pas travailler. Et que donc vous allez avoir besoin du revenu de solidarité active. Bref, ça c'est un exemple. Je prends l'autre exemple de l'aide médicale d'État pour les personnes qui ne sont pas régulières sur le territoire. Alors l'aide médicale d'État, je crois que c'est un sénateur du Haut-Rhin qui avait proposé un amendement pour faire baisser la part de budget de l'État consacrée à l'aide médicale d'État. C'est pas beaucoup déjà, d'une part, c'est peu et c'est pas assez par rapport aux besoins. Sachant que baisser l'aide médicale d'État et ne pas soigner des personnes, ça nous concerne tous. Le problème sanitaire, c'est pas juste pour les personnes en tant qu'individus. Ceci dit, au passage, je vais encore revenir sur Mayotte. Parce que on a l'idée de l'aide médicale d'État, ça veut dire qu'on a un accompagnement, un soutien financier minimum pour avoir accès à ce service-là dans les hôpitaux, à pas débourser directement pour avoir accès à certains soins. À Mayotte, il n'y a pas d'aide médicale d'État. Voilà, donc à Mayotte, les personnes qui veulent se faire soigner, elles peuvent. Ça ne veut pas forcément dire que les hôpitaux ne les prennent pas en charge. Ça veut dire tout simplement que la prise en charge de leur situation de santé par les hôpitaux est comblée par une participation de l'État aux hôpitaux. Donc on ne tient pas compte des actes ou des besoins des personnes, mais on verse, on va dire, une espèce d'enveloppe aux hôpitaux pour qu'ils prennent en charge toutes les personnes sans papier, on va dire, pour parler un peu vite, sur leur territoire. Donc la question du bénéfice des prestations sociales ou d'avoir accès aux droits, c'est le principe du droit des étrangers. C'est à la fois restreindre au maximum les droits des personnes, donc c'est pas vraiment là que ça pêche le plus, quoi. Je sais pas si c'est clair. Si, je crois qu'il y avait une question là du coup. Est-ce qu'il y a déjà eu des études qui ont permis de chiffrer le coût du refus d'immigration, par exemple, je sais pas, la police aux frontières, les centres de rétention, les rapatriements forcés, pour les mettre en balance, justement. Mais du coup, vous prenez le programme 303 et 304 dans la loi budgétaire, pour regarder combien est consacré chaque année à l'expulsion. Pour vous donner une idée, une nuit dans un centre de rétention administrative, c'est 190 €. 190 €, c'est 90 jours maximum. La moyenne, c'est 40 jours. En vrai, les chiffres sont différents selon qui chiffre. Mais le coût total d'une expulsion par la CIMAD, en l'occurrence, c'était pour une expulsion pour une personne, quand on arrive à l'expulser, parce que c'est pas si simple, c'est à peu près 22 000 €. Ce qui est beaucoup. Ce qui explique la raison pour laquelle l'État privilégie l'aide au retour. Avec l'aide au retour, c'est-à-dire un petit obol de 500, 700 € pour dire partez spontanément, achetez-vous un billet et barrez-vous. Auquel on ajoutera, si vous avez un projet dans votre pays, on pourra monter jusqu'à 10 000 € de financement de votre projet. Ça, c'est un truc. Chiffrage pour ce qui est de l'État, c'est 12 000, ils disent à peu près 12 000 ou 13 000 l'expulsion. Ils équilibrent avec l'aide au retour. Mais en fait, ça ne tient pas compte de tout, c'est-à-dire de tous les services nécessaires pour pouvoir... c'est-à-dire qu'il faut chiffrer absolument tout, quoi. Notamment les actes judiciaires, tout. dans les tribunaux. Ouais. Oui. Devant, il y avait... Oui, je voulais rajouter aussi, puisque je vois le mot Frontex, le budget de Frontex. à l'échelle de l'Europe, ce sont quand même des milliards d'euros. Enfin, l'agence Frontex, visiblement, a un tel pouvoir, et avec tous les devoirs judiciaires aussi, parce que l'accueil, c'est pas vraiment des accueils, puisqu'ils ont quand même rejeté des bateaux et laissé couler. Frontex ne fait pas de l'accueil. Donc il y a toute cette énergie aussi de Frontex, de l'Union européenne qui injecte quand même des milliards, alors qu'on pourrait les utiliser pour mieux les accueillir. Voilà. Alors là-dessus, je me permets de rebondir encore sur la question de Frontex. Donc le budget qui augmente, c'est l'agence européenne qui a le budget le plus important, très clairement. Un budget qui a augmenté pour justement se militariser, acheter des véhicules, des drones, des avions, etc., des hélicoptères, pour que ce matériel soit... Et puis l'identification, le biométrique.
Tout à fait, tout ça, exactement. Et tout ça qui sera après donné au service prêté aux États qui font les frontières extérieures de l'Union européenne. Ça a été très bien précis. Alors, il n'y a pas que Frontex qui est une agence finalement publique à l'échelle européenne. Il y a aussi tout le business des entreprises privées de sécurité, notamment GS4, qui ont vu une manne très importante dans les marchés finalement de la sécurité et l'immigration et la surveillance et le contrôle sont des marchés très juteux pour les sociétés de sécurité privées. Ça a été très bien démontré, et en tout cas montré dans le business de la xénophobie par Claire Rodier, qui était membre du GISTI. Ceci dit, voilà, donc oui, ça coûte, mais c'est aussi un marché. Et ça rapporte à des gens, ça rapporte beaucoup à certaines personnes. Parenthèse pour Frontex, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire du drone de Frontex. Vous ne savez pas ça, l'affaire du drone, je peux ou pas? Oui, allez, bien. Le drone de Frontex, si vous avez lu Le Monde, c'était l'année dernière. Bref, ça participe des nombreux scandales liés à Frontex. Vous avez parlé des refoulements à la frontière, notamment grecque. Ils ont participé à refouler. Ceci dit au passage, on ne doit pas refouler parce qu'il y a un accueil lié au droit d'asile. L'asile, c'est on accepte la personne, on traite son asile et ensuite on peut l'expulser si on ne lui donne pas le statut de réfugié. Mais là, c'est pratique pour refouler en mer. Le drone, il est censé, en gros, la Méditerranée, elle est séparée en deux. Alors, elle ne devrait pas, mais c'est pas grave. Elle est séparée en deux zones SAR. Ce qu'on appelle les zones SAR, c'est les zones Search and Rescue, qui au niveau du droit international, des zones établies où certains États vont vérifier, contrôler et repérer s'il y a des personnes qui sont en difficulté dans la mer. S'il y a des personnes en difficulté, donc en gros, on a une responsabilité sur toute la zone qui a été découpée pour nous. Il y a une zone qui est pour l'Italie, en l'occurrence, partagée. Et donc, s'il y a un bateau en détresse, dans cette zone-là, eh ben, l'Italie va faire accoster le bateau, et puis on va protéger, visite médicale, tout ça. Premier scandale, on a mis en place une zone SAR pour la Libye. Alors que le principe de la Libye, on sait bien que la Libye ne respecte pas les droits humains, etc., etc. C'est dit à peu près partout, mais on s'est dit que c'est pas mal parce qu'on va se partager la gestion des personnes qui essayent de passer du sud au nord. Le drone de Frontex, il est censé être en appui. Le drone, c'est donc l'espèce de truc gigantesque qui va vérifier, survoler la mer, en gros, pour vérifier s'il n'y a pas des bateaux. Et quand il y a un bateau, il signale aux gardes-côtes italiens pour que les gardes-côtes italiennes viennent récupérer les bateaux en détresse, quoi. Et ils ont craqué, on va dire, la carte du drone. Je ne sais pas concrètement comment ils ont fait ça. Mais ils ont remarqué une chose, c'est que le drone de Frontex survolait à 80% la zone libyenne. Ce qui veut dire qu'en gros, il faisait une chose simple, il repérait le bateau dans la zone libyenne, il appelait les gardes-côtes libyens en disant « il y a un bateau qui est en train de monter, tu le récupères ». La suite qu'on a vue aussi, c'est des gardes-côtes libyens qui tiraient à balles réelles sur les bateaux d'immigrants. Donc tout ça, c'est un peu particulier, quoi. Ça pose problème. La bande son. Il y avait une question. Oui, non, sur le coup des expulsions, surtout parce qu'avant, c'est plus qui d'entre vous disait que on a beau réprimer autant qu'on peut, les gens continueront à venir, quoi. Et par exemple, là, on parle des OQTF et des expulsions, mais il y a aussi ce qu'on appelle les procédures Dublin, qui font que quand un demandeur d'asile arrive dans un pays d'Europe, il doit faire sa demande d'asile dans le premier pays dans lequel il arrive. Je trouve que c'est plus ou moins toujours à peu près les mêmes. Là, régulièrement, moi j'avais des amis, un Darfouri, avant que Bachar al-Assad soit renversé, il a été expulsé 2 fois par avion de Strasbourg vers l'Italie. À chaque fois, il est revenu. Aujourd'hui, il est en Angleterre. Il y en a d'autres, ils sont envoyés pareil, ils sont renvoyés en Afrique ou autre, ils vont essayer de revenir. Évidemment, par tous les moyens possibles et imaginables, parce qu'ils ne fuient pas sans raison. Par contre, il y a aussi un truc qui est vrai, c'est que, en fait, avec l'intensification de la répression, ça devient de plus en plus difficile. Et là, avec le nouveau projet de loi, aujourd'hui on parle d'OQTF, mais avec le nouveau projet de loi, maintenant les gens qui auront des OQTF, ils auront des IRTF systématiquement. C'est encore du jargon, interdiction de retour sur le territoire français. C'est-à-dire que quand on a ça, pendant 3 ans, on ne peut pas revenir. Et en fait, on ne peut pas juste ne pas revenir en France. C'est dans tout l'espace Schengen qu'on ne peut pas revenir. Avec ça, Darmanin, il veut systématiser les expulsions et les mises en application des OQTF et des IRTF. Donc ça fait qu'il y a une partie de la population mondiale, c'est ridicule, mais qui petit à petit va être expropriée de toute possibilité de revenir en Europe, quoi.
Ouais, du coup, ça fait vraiment le lien aussi avec cette troisième idée reçue que la France accueillerait plus d'étrangers que les autres pays d'Europe. Alors, on a pu en parler. Et puis, peut-être qu'on puisse rebondir sur cette phrase qui est très connue, qui peut être ressortie, qui est en tout cas ressortie assez régulièrement, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, qui a été prononcée en 89 par Rocard, à laquelle on ajoute souvent cette reformulation qui a été faite en 93 le fait que la France prenne sa part, mais qui est arrivée, vous le voyez quand même, 4 ans après cette première phrase sur la misère du monde. Du coup, voilà, peut-être une réaction sur ce côté Terre des Lumières qui accueille, ou pas. Je t'en prie. D'accord. Alors, je vais faire une réponse ironique. Vous savez, Socrate était le maître de l'ironie et étant son lointain disciple, je vais m'inscrire dans les pas de mon maître Socrate. Depuis Sarkozy, mais peut-être avant Sarkozy, tous nos politiciens trouvent de bon ton, et après tout c'est une vérité historique, il n'y a pas à la nier, de rappeler les racines chrétiennes de la France. Pas tous. Ah, pas tous. Pas tous. Mais en tous les cas, ceux qui trustent les premières places aux législatives et aux présidentielles. Donc on nous rappelle sans cesse les racines chrétiennes de la France judéo-chrétienne. Elles sont avérées. D'accord ? Je m'étonne simplement on applique si peu les préceptes du judaïsme et du christianisme. Vous savez, tout spécialiste que je fus et que je demeure de Marx, j'avais fait en son temps un mémoire sur Marx, j'ai une solide culture chrétienne, j'ai une solide culture religieuse. Et de ce que j'ai gardé de ma culture religieuse, j'ai gardé un magnifique passage du chapitre 25 des évangiles de Matthieu. Matthieu 25. C'est un moment magnifique, où le Christ s'adresse à ses disciples, il s'adresse à ses apôtres, et il s'adresse en ces termes, je le cite en substance, il leur dit « Mais où étiez-vous quand j'avais froid ? Où étiez-vous quand j'avais faim ? Où étiez-vous quand j'avais soif ? Mais mon Seigneur, si vous aviez eu faim, on vous aurait donné à manger. Si vous aviez eu soif, on aurait étanché votre soif. Et si vous étiez nus, vous l'étranger, on vous aurait accueilli. » Et Jésus répond, soyez maudits, tous ceux qui ont frappé à votre porte, en ayant faim, en étant nus, en étant étrangers et en ayant soif, et à qui vous n'avez pas ouvert, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Identification de Dieu au plus petit d'entre nous. Ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors, si vous voulez, c'est de bon ton de rappeler les racines chrétiennes de la France, j'aimerais qu'ils soient un peu plus chrétiens. Vous voyez ? J'aimerais qu'ils soient un peu plus fidèles à la parole du Christ, c'est-à-dire à cet accueil de l'étranger, à cette manière dont le Christ lui-même se présente comme l'étranger qui frappe à une porte et qu'il faut accueillir. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir le puissant, il se moque d'eux. Naturellement, moi je suis le Fils de Dieu et je suis le Dieu lui-même. Vous m'accueillerez, bien sûr, mais vous m'accueillerez comme un puissant. Accueillir le plus faible d'entre nous, c'est comme si vous m'avez accueilli moi. D'accord ? Eh bien, j'aimerais qu'ils se rappellent au chapitre 25 de Matthieu, et qu'ils en fassent de même avec les flux migratoires auxquels la France est confrontée. Voilà, c'était juste ça mon rappel ironique. Oui, moi je voudrais préciser que Rocard, sa phrase, c'était la phrase « La France ne veut pas accueillir toute la misère du monde », qui n'était pas très judicieux pour un politicien averti. De gauche, mais elle doit en prendre dit-on. sa part. Et cette deuxième partie faisait partie de toute la phrase. Je rebondis. Bah vas-y, non mais Julien va... Non, je rebondis parce que c'est faux. C'est apocryphe. C'est apocryphe dans le sens où Michel Rocard, bon allez on va un peu salir sa mémoire, mais Michel Rocard en l'occurrence, je le sais d'autant plus qu'il a mobilisé la CIMAD en disant que non, il n'avait pas précisément dit qu'il fallait pas accueillir toute la misère du monde justement, que c'était un peu... qu'on avait coupé la phrase, etc., mais qu'il l'avait dit dans le cadre justement d'un événement de la CIMAD, mais il n'y avait pas de restitution, etc. C'est pas vrai, il l'avait dit très précisément dans le cadre d'une politique de durcissement à l'égard des personnes migrantes, et que clairement ça avait vocation à draguer un peu à la droite et l'extrême droite. Il faut assumer. Il ne l'a pas assumé, après il est revenu ultérieurement, et d'ailleurs et ça marche. Ça marche plutôt bien parce que y a eu Michel Sapin, il y a eu Kouchner qui sont revenus par la suite. Non, Michel Rocard n'a pas dit ça, etc., etc. Bon, en vrai, il l'a dit.
Il l'a clairement dit, et la politique... Ah, mais ça, c'est son problème, mais... c'est son problème, mais c'est simplement pour aussi resituer dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que le Parti socialiste qui était au pouvoir, à partir des années 84, pour dire les choses très concrètement, change de ligne sur la question de l'immigration. En 80, déjà, c'est pas la panacée, dans le sens où, pour donner une petite idée, juste avant les années 80, il y a une population qui n'est pas tout à fait désirée sur le territoire. C'est toute la migration qui vient de l'Afrique subsaharienne. Non, d'ailleurs non, du Maghreb. En l'occurrence, l'Algérie, mais pas que, il y a aussi le Mali, etc. etc. Et ces personnes-là sont enfermées, séquestrées, pour dire les choses très concrètement, en partie dans un hangar à Aranque, sur le port de Marseille, dans des conditions insalubres. Et c'est ce qu'un journaliste va dénoncer comme étant les prisons clandestines de la police française. Et en vrai, ce hangar, c'est l'ancêtre du centre de rétention administratif. La légalisation de la rétention administrative, elle va se faire en 81 par le gouvernement socialiste, par la loi Nicole Questio, qui est conseillère d'État et qui a été notamment partenaire de route de René Cassin pour la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans la loi Questio de 81, il y a l'idée que, ok, pour renvoyer une personne, il faut le garder sous le coude, et pour le garder sous le coude, on va le mettre dans... On va le retenir, la rétention administrative, mais nous on est de gauche, alors du coup on va le concilier ça avec l'état de droit et les droits fondamentaux. Ce qui va expliquer qu'on va prévoir quelques garanties particulières. Néanmoins, le principe de la rétention, à savoir la restriction de la liberté d'aller et venir, elle est consacrée en 81. Et en 84, on commence à construire les premiers centres de rétention administrative, 13 en l'occurrence, répartis sur le territoire, et la politique... en l'occurrence, qui voulait se démarquer en 81 de la politique menée par la droite antérieure à l'égard des personnes migrantes, notamment justement en conciliant l'état de droit et la nécessité de faire le tri entre ceux qui sont autorisés à résider sur le territoire et ceux qui ne le sont pas, va conduire tout simplement au premier jalon de la politique telle qu'on la connaît, à savoir restriction des droits, discrimination, utilitarisme, et puis au fond, renforcement du racisme. Un peu direct sur la fin. Mais... Une réaction peut-être Ça me plaît, Matthieu 25, et ça me plaît. Mais quand j'essaie de remettre le coût de l'accueil, je suis d'accord, c'est un sujet au quart, ça n'avait parlé un peu, mais je voudrais revenir à la crise migratoire, celle que vous attendez en 2100, avec les 3 millions, par exemple. Non, 3 millions 9. Bref, entre cette vraie crise migratoire, l'écologie et la phrase à Rocard, au total, on va où dans 50 ans? Je veux dire, au-delà des activistes que nous pourrions être ici ou là, je veux dire, ponctuellement je ne suis pas d'accord là, ponctuellement je ne suis pas d'accord, mais il manque un économiste ou une vue beaucoup plus large, je veux dire, où ça nous met? Ou juste au bagarre là pour le centre de distribution d'aliments. J'ai commencé par Matthieu 25, je vais répondre par l'Apocalypse de Jean, là, avec votre question. Si vous voulez. Non, je sais pas, je répondrai pas avec l'Apocalypse de Jean, mais écoutez, cette question, non. Écoutez, je déprime déjà assez mes élèves et mes étudiants sur ces questions-là. L'éco-anxiété est déjà assez... on subit déjà assez l'éco-anxiété. Écoutez, je pense que... Allez, vas-y. Un petit coup de culture, ça fait du bien. Déprime-nous, ce sera plus simple. Non, mais je pense que, comme disait l'autre, j'ai pas de fin heureuse pour la fin de l'histoire, quoi. Je pense que les rapports les plus alarmants... Je vais vous donner une statistique qui va absolument répondre, je n'ai pas envie de détailler, vous comprendrez par vous-même. Vous avez des rapports notamment de l'ONU et de l'OMS qui disent que la population mondiale, qui est actuellement, je crois, de 7 milliards, 8 milliards,
Il y a des rapports qui disent qu'à l'horizon de 2100, on sera 9,6 milliards, c'est-à-dire à peu près 10 milliards. Il y a d'autres rapports qui disent qu'en 2100, on sera 1 milliard. Vous mettez derrière ce chiffre-là ce que vous voulez. Guerre civile, guerre mondiale, crise sanitaire, épidémie, vous mettez ce que vous voulez. La machine est lancée, on aura du mal à ralentir ses effets. Et de toutes les manières, les décisions politiques, si je peux ajouter quelque chose sur la question écologique, l'an prochain va se tenir aux Émirats Arabes Unis, je crois, si je ne me trompe pas, la COP 28, donc c'est la 28e COP. Chaque année, on nous dit qu'on a fait un grand pas pour l'humanité. C'était Fabius à l'époque de la COP qu'il avait présidé. Un grand pas pour l'humanité, tu parles. C'était il y a 2 ans le président, je ne sais plus quel Brésilien, qui versait des larmes de crocodile en disant on a fait une grande chose. Ou c'était même pas ça, il s'inquiétait plutôt du sort de la planète. Si on regarde statistiquement, si vous superposez les émissions de CO2 avec les différentes COP, vous voyez que les émissions de CO2 ne cessent pas d'augmenter malgré les différentes COP. Donc on arrête de se foutre de la gueule du monde. Les COP, c'est fait simplement pour, comment dirais-je, faire du greenwashing ou pour, comment dirais-je, faire mine de ce que nous nous soucions des questions véritablement écologiques. Vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit. Alors là, je suis kantien, c'est-à-dire disciple de Kant ou disciple de Marx, je suis marxiste. Vous ne changez rien à la situation mondiale si vous ne réglez pas les problèmes mondialement. Autrement dit, la question écologique, c'est la question d'un droit international. C'est la question d'un droit international de la nature. C'est peut-être un vœu pieux, c'est peut-être une utopie, mais ça ne peut plus se régler autrement qu'ainsi. Et aujourd'hui, on voit que les avancées, Julien en parlera certainement mieux que moi, on voit actuellement que les avancées relativement aux droits de la nature, ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire protéger les écosystèmes, considérer les vivants non plus comme des objets, mais aussi comme des sujets porteurs de droits. Les droits de la nature, ce qui se fait, ça se fait en Nouvelle-Zélande, ça se fait, le fleuve Wanangui en 2017 a été considéré comme une entité porteur de droits via des pressions des Maoris néo-zélandais. Ça se fait en Bolivie, ça se fait en Colombie, ça se fait en Équateur, ça se fait dans les pays du Sud où le capitalisme, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, n'a jamais pu s'implanter, où il a toujours échoué. Les pays du Sud ont toujours été impropres à l'établissement du capitalisme, pour des raisons diverses et variées. Mais en tous les cas, ce sont ces pays-là qui, comment dirais-je, étant donné qu'ils sont débarrassés des intérêts économiques particuliers des États du Nord, peuvent véritablement avoir l'audace d'un droit de la nature. Je m'étonne de ce que nous, Français, qui avons été le pays qui avait fait le plus de révolutions, 4 en l'espace de pas même un siècle. En l'espace de même pas un siècle, nous avons fait 4 révolutions. 1789, 1830, 1848, 1871. On était un pays qui répondait tout de même à la phrase de Danton, de l'audace, toujours de l'audace, voilà l'essence de la révolution. On est quand même devenu un petit peu frileux. On était la patrie des droits de l'homme, c'est-à-dire la patrie d'une idée universelle, pas d'une idée particulière. Ça aurait quand même de la gueule qu'on dise quelque chose relativement aux droits de la nature. Nous, les inventeurs des droits de l'homme, on pourrait tout de même peut-être inventer quelque chose de beaucoup plus audacieux que du greenwashing ou des coups de com' absolument invraisemblables, type 31 décembre, Macron qui aurait pu imaginer il y a un an encore les effets du réchauffement climatique. Je dirais pas ce que je pense. Soit il se fout de nous, et c'est encore plus grave, soit ça tient de la débilité mentale. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Il y avait une question ici, et puis après, du coup... Oui. Moi, je voudrais revenir, disons, à l'accueil et à ce qu'on peut faire ici et maintenant. Parce qu'en 2100, moi, je ne sais pas trop ce qui se passera. Je constate aujourd'hui que dans un certain nombre de pays, notamment européens, on a une baisse assez importante de la fécondité. Quand tu regardes l'histoire, ça peut aller très 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 vite, comme ça peut aussi aller très vite dans l'autre sens. Ça, c'est dans l'optique où on considère la planète comme étant notre possession en tant qu'être humain, ce qui est peut-être pas forcément la bonne optique à faire. Donc les gens, ils vont toujours continuer de circuler. Moi, j'aime bien le mot migrant parce que ça permet d'avoir une temporalité large. Et je
j'aimerais qu'on revienne là-dessus, parce qu'on n'est jamais complètement installé, disons, à demeure, quand on regarde l'histoire, quelque part, quoi, hein. Et est-ce qu'on pourrait imaginer une formulation, une revendication politique, d'une part pour ce statut de migrant au-delà de la mobilité, avec des possibilités d'installation éventuellement intercalaires, voilà, et comment formuler ça en termes de revendication politique, alors à tous les niveaux, local, pourquoi pas au niveau de l'ONU, sachant que l'ONU a quand même été un machin créé, comme disait De Gaulle, après la guerre, après qu'on soit tous entretués, quoi, hein, d'une part, et que d'autre part, c'est devenu quelque chose d'assez régional, de même que l'Europe. On n'a guère que 27 pays, l'ONU en a 149 à peine, et tout le monde n'est pas d'accord. Donc, pour aller vers la mondialisation et le droit vraiment international, il y a encore beaucoup à faire, et je pense qu'il nous faut de l'énergie. Oh, on essaie de ne pas en manquer. Tu peux me poser une question, tu veux réagir? J'avais une question. Ouais. Oui. Bonjour. Aussi un peu, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des 5 ans de présence en France qui permettent d'avoir des papiers, mais en fait ça c'est, je ne sais pas si on parle exactement de la même chose, mais si on parle de la circulaire Valls, c'est absolument pas une loi, c'est-à-dire que c'est une possibilité pour les préfectures de régulariser selon différents critères de travail, d'enfants, etc., en fonction du nombre d'années passées en France. Donc il faut prouver presque le fait d'être resté en France sur chaque semaine pendant toutes ces périodes, quoi. Mais voilà, ça c'est à la discrétion de la préfecture. Et ici en Strasbourg, on a une préfète, Josiane Chevalier, c'est la loi de transmission d'Armanin, c'est une zélée qui a des ambitions de malade. Et elle réprime enfin bref, voilà. Et du coup, effectivement, Lali est partie, elle est dans une structure particulière, un hôtel, on ne sait pas trop si c'est le 115, on ne sait pas trop si c'est le CRA. Il n'y a que des familles qui sont là entre 4 et 7 ans en France. Il y a 45 enfants qui sont tous scolarisés dans toutes les écoles, lycées, collèges que vous connaissez. Il y a des enfants qui sont menacés d'OQTF. Et effectivement, là aujourd'hui, leur perspective, enfin, il n'y en a pas, c'est-à-dire même l'espoir, parfois il n'y en a plus. Ils veulent même plus la liberté, l'égalité ou la fraternité, ils veulent juste l'espoir d'une perspective de qu'est-ce que je vais faire demain. Et dans le pas, il y a des étudiants qui passent le bac. Il y a des étudiants qui préparent leurs examens de L1, de L3, etc. Et ça se fait dans la plus grande indiscrétion, ils sont foutus au fin fond de Geisbolsheim, personne ne peut les voir. Là-bas, c'est une zone de non-droit, il y a la gendarmerie qui vient tous les soirs, il y a des bagarres de temps en temps, parce qu'évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la violence, ça amplifie la violence. Voilà, il y a des gamins de 3 ans qui tous les jours à leur maman leur racontent je vais appeler la police, enfin, qui sont traumatisés par toute cette violence et qui est uniquement liée au fait que Lali, elle est géorgienne, elle a fui la Géorgie, notamment liée à la situation géopolitique de la Géorgie aujourd'hui en Ukraine. Voilà, il y aurait plein de parallèles à faire entre la situation de la Géorgie et de l'Ukraine, et ils ne comprennent pas, ils ne sont pas du tout contre les Ukrainiens. Mais pourquoi est-ce que les Ukrainiens, on les a accueillis comme ça? Et on voit qu'on peut, même si à mon avis, c'était pas non plus idéal, mais pourquoi pas nous, quoi? Et ils n'ont pas de réponse. Et en fait, personne ici n'a de réponse. Je pense que même les avocats n'ont pas de réponse, les militants n'ont pas de réponse. Même dans une certaine mesure, la préfecture ne sait pas encore ce qu'ils veulent faire de... Oui, effectivement. Maintenant, nous avons une famille dans le roi. Nous appelons chaque jour 115, il dit nous n'avons pas de place pour vous. Notre cœur de toute la problématique liée à l'hébergement, au traitement et à la gestion de ce sujet-là, au regard du CESEDA, qui est le code de l'entrée et du séjour et qui ouvre très peu de possibilités de rester de façon régulière sur le territoire. Il y a 50 types de titres de séjour dans le CESEDA, et ce n'est pas pour autant qu'il y a 50 possibilités de se régulariser.
faisiez référence au pouvoir de régularisation des préfectures. Effectivement, la circulaire Valls de 2012 qui ouvre certaines possibilités liées au travail et à la présence sur le territoire d'obtenir un titre de séjour. Vous l'avez très bien rappelé, ce n'est pas une loi, c'est une circulaire que je mettrai en lien notamment avec l'avis du Conseil d'État de 96, si je ne me trompe pas, sur le fait qu'on n'a pas de droit à la régularisation. Le fait de ne pas avoir un droit à la régularisation interdit d'invoquer la circulaire, en l'occurrence à l'appui de ces demandes, pour orienter les préfectures, ce qui explique que les préfectures ont une pratique qui diffère sur le territoire, ce qui n'est pas du tout quelque chose, on va dire, d'idéal au regard de l'égalité. Il y a des préfectures qui, et de toute façon, dans la nomination des préfets et des préfètes, il y a une prime à ceux qui appliqueront les directives du ministère de l'Intérieur avec zèle, d'une certaine manière, si on peut formuler de la sorte. Bref, donc oui, de ce point de vue-là, il y a une impasse. Et l'impasse qui rejoint la question que vous posiez tout à l'heure, à savoir quelles revendications peut-on porter pour l'accueil. Moi, je retrouverai celle que j'ai dite tout à l'heure et que vous avez sans doute dite et que vous avez aussi dit, à savoir il y a une seule revendication portée notamment par la plupart des associations, c'est la régularisation de tous les sans-papiers, point. Et puis au-delà de ça, liberté de circulation et d'installation. C'est tout. Et au-delà alors après, ça se porte politiquement. Et ça se porte dans... le problème, c'est que le cadre, il faut... si vous voulez que ça se retrouve dans le cadre légal, il faut gagner des élections avec un programme de la sorte. Or, ça a peu d'écho, ce genre de propositions-là. Après, ça se porte aussi dans le quotidien, ça se porte dans les actions qu'on fait en tant que militant, quand on héberge, quand on accompagne, quand on discute, quand on... voilà, c'est-à-dire de combattre aussi, vous parliez des idées reçues, dans le discours ambiant, les idées fausses sur la question des personnes en migration, il y en a plein. Notamment sur la question de la pression migratoire. Il n'y a pas de pression migratoire en France réelle, il n'y en a pas. Le chiffrage des personnes qui sont irrégulières sur le territoire, qui est très difficile parce que, par définition, on ne sait pas qui entre ou qui n'entre pas. On a quelques estimations, on a 400 000 personnes, c'est rien. 400 000, allez, 900 000 euros, quoi. C'est quasiment rien. Donc, par contre, derrière, tout l'arsenal, l'appareil, celui-ci, on le voit bien, quoi. Politique de harcèlement des personnes irrégulières, elle se constate au quotidien. Il y avait Daniel et puis après. Je suis désolée, mais je retourne au sujet de monsieur le philosophe avait abordé avant, les droits de l'homme. Je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les droits des humains, le droit de l'humain. Parce que du coup, quand on dit l'homme, bref, je passe ma crise féministe, mais du coup, si on disait humain, ça ouvre à la question du vivant, du reste du vivant. Et moi, par exemple, en théologie, avec les gens que je fréquente, je leur dis toujours, mais arrêtez de dire les droits de l'homme ou l'homme, disons l'humain. Est-ce que c'est une faute de français et qu'on n'arrive pas du tout à utiliser le mot humain ou est-ce que... Juste une parenthèse, tu peux rebondir. Ça se dit de plus en plus, les droits humains, et notamment revendication dans le droit de parler des droits humains. Oui. Non, ça se dit de plus en plus. Ça se dit de plus en plus. Après, quand les révolutionnaires français intitulent ainsi la déclaration, on n'est pas dans les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Et l'homme, c'était l'homme au sens non générique du terme. Au sens générique du terme, pardon. Comme disait Marx, l'humanité générique. Mais oui, mais je pense que ça se généralise de plus en plus. Oui. Moi, je vois chez les jeunes gens, il y a une véritable attention à dire désormais humain plutôt que homme. Ouais. Il y avait une question. C'est qu'il y a davantage de personnes qu'on considérait comme des républicains, disons, libéraux, qui aujourd'hui remettent en question l'existence même des droits humains. En tout cas, remettent en question, le dernier à l'avoir dit, c'est Édouard Philippe, qui disait si on veut avoir une politique migratoire cohérente, il faut revoir la Constitution, il faut revoir la Convention européenne des droits de l'homme et il faut revoir la Convention de Genève. Autrement dit, ces éléments qui sont à la base
de l'état de droit sont remis en question par des gens qui ne sont pas des extrémistes au départ, ou qu'on ne considérait pas comme des extrémistes, et qui deviennent illibéraux comme Orban ou comme les Polonais, sans parler d'Erdogan ou autre. Mais voilà, donc je crois que c'est pas de dire de faire une petite bagarre sur droit humain ou droit de l'homme, mais c'est sur ce fondement-là qui est remis en question aujourd'hui par de plus en plus de monde. J'aurais juste aimé vous rappeler, c'est beaucoup plus pratique qui a le droit de travailler quand il arrive en France? En fait, on a parlé de ressources, mais quand tu arrives en ayant tout donné pour arriver en France et que ta profession, tu ne peux pas l'exercer parce que tu n'as pas le droit de l'exercer, on voit bien qu'on est en demande énorme d'infirmières, de restauration dans le bâtiment et tout, de personnes. En fait, on a des personnes qui sont en attente de travail et qui n'arrivent pas à travailler, et la préfecture demande qu'elles prouvent leurs ressources. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et qui peut bosser? Sur la question des ressources, c'est pas pour tous les titres. C'est pour certains et ceux qui permettent à un séjour stable, c'est-à-dire des titres de plus longue durée. Notamment. Hein? Ce que demande la dame, là, ça fait 5 ans qu'elle est en France. J'imagine qu'on lui demande de prouver des choses, mais elle ne peut pas accéder au travail actuellement. Pas nécessairement. Alors, il y a plusieurs fondements de régularisation. Une fois qu'on est sur le territoire, sans papier, et les titres les plus communément donnés et délivrés dans ces situations-là, c'est ce qu'on appelle les titres vie privée familiale. Il y a plusieurs motifs, notamment parents d'enfants français, etc. Bon, il y a plein de choses. Étrangers malades, c'est-à-dire qu'il y a des besoins de traitement. Les titres vie privée familiale sont toujours accompagnés d'une autorisation de travailler. Ce qui explique que ultérieurement, après, il faut travailler, trouver un emploi sur le territoire sans limitation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation liée à quel travail on peut faire, occuper ou pas, quoi. Ça, c'est des titres qui délivrent, qui s'accompagnent d'une autorisation complète, on va dire. Après, se faire régulariser au titre du travail, sans autre motif que celui de vouloir travailler sur le territoire, c'est beaucoup plus compliqué. Ça implique généralement de commencer avant de venir sur le territoire, c'est-à-dire d'être introduit au titre du travail. Et là, on retrouve les conditions relatives au marché de l'emploi. Dans la réforme, justement, qui a été évoquée tout à l'heure, du projet de loi Asile et Immigration, qui est en discussion et qui sera posé au 1er février au Conseil des ministres, il y a toute une partie relative à la régularisation pour les métiers en tension, qui est dit comme ça. Les métiers en tension, là en l'occurrence, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, ça renvoie toujours à l'idée du CESEDA approche utilitariste, quoi. C'est-à-dire qu'on va régulariser ce dont on a besoin, mais on a besoin de quoi? Il faudrait encore savoir ce dont on a besoin. Généralement, la liste des métiers en tension n'est pas tout à fait en accord avec les emplois qui sont occupés par les personnes sans papier actuellement, qui sont le nettoyage, qui sont la restauration, etc. Dans les métiers en tension, c'est pas ça, ça va être technicien, ingénieur, etc. Ensuite, sur le projet de loi, ce qui est intéressant, c'est que pour la condition pour pouvoir être régularisé à l'initiative de la personne et non plus de l'employeur, ce qui était le cas sur les précédents titres en raison du travail, où c'est l'employeur qui doit faire la démarche, qui doit payer une taxe pour pouvoir particulière, pour pouvoir embaucher une personne étrangère, qui doit d'abord aussi prouver que il n'a pas trouvé de communautaire avant, c'est-à-dire qu'il y a une forme de préférence communautaire, si vous voulez, ici. Tout ça, c'est mis de côté, c'est un peu trop contraignant. Là, le nouveau, ce serait la personne elle-même qui fait la démarche dès lors qu'elle se trouve dans un métier en tension. Et la condition, c'est qu'elle travaille depuis au moins, sur les 12 derniers mois, ou 24 derniers mois, 8 mois. 8 mois, mais donc dans l'illégalité. 8 mois, clairement, sans respecter le droit du travail. Clairement, il y a un paradoxe, en tout cas une absurdité ici dans le projet de loi sur le point. Ce qui explique sans doute que ce n'est pas les employeurs qui vont faire les démarches, parce que ça revient à se dénoncer. En termes de, moi j'emploie des personnes sans les déclarer, dans l'illégalité la plus complète, ce qui de fait attirera l'œil, en tout cas de l'inspection du travail, si tant est qu'il y ait suffisamment de force dans les inspections du travail pour pouvoir contrôler. Donc oui, on se retrouve là précisément, c'est-à-dire avec une régularisation où la condition c'est d'avoir été employé un certain nombre de mois dans l'illégalité et pouvoir le prouver. Et là, la preuve, c'est du chantage entre l'employeur et la personne qui voudrait avoir une régularisation. Je crois qu'il existe une mesure où le travail d'un sans-papier est possible à condition que l'employeur
en demande l'autorisation, fasse un dossier à la préfecture. Mais ce dossier est tellement compliqué, tellement confus, ou touffu plutôt, que ça décourage certains employeurs. Et alors, effectivement, moi j'ai l'exemple de plusieurs familles qu'on accompagne dans le cadre de la Société Saint-Vincent-de-Paul. On a des familles qui sont là depuis plus de 5 ans, des familles algériennes, qui sont là depuis plus de 5 ans, qui ont déposé une demande de régularisation de carte de séjour, et ça traîne. J'ai une famille qui a déposé sa demande, en fait, qui est recevable dans le cadre de la circulaire Valls, qui a déposé sa demande en février 2021 et qui n'a toujours pas de réponse. Encore une fois, comme disait monsieur tout à l'heure, une demande sur le fondement de la circulaire Valls, ça vaut pas grand-chose. Ça veut dire que c'est la préfecture qui, en définitive, décidera au gré des circonstances et de l'opportunité de régulariser ou pas. On dit c'est la préfecture qui fait sa loi. Le principe de la régularisation et du pouvoir de régularisation des préfectures, c'est que c'est une politique qui est laissée évidemment à une gestion, la gestion, on va dire, au gré des circonstances par les préfectures. Oui, c'est tout à fait inégalitaire dans l'appréciation qui en est faite et la mise en œuvre. On se dirige un peu vers, non pas la fin de ce débat, je pense qu'on pourrait en discuter pendant de nombreuses heures, et puis j'espère qu'on va pouvoir le continuer sur d'autres occasions, mais plutôt vers la fin de cette soirée. Je crois que cette dernière un peu idée reçue, ou en tout cas question posée, ça fait lien avec, où on a entendu parler du CESEDA, de toutes ces procédures administratives, des centres de rétention administratifs, où juste un chiffre, en 2021, c'est 42 353 personnes qui ont été mis en rétention administrative, dont 3 200 enfants, sous couvert d'un droit, d'un code d'entrée, de séjour, du droit des personnes étrangères. Aujourd'hui, peut-être la question, pour un petit peu finir, ça serait, avec ces lois d'immigration, cette politique nationale d'immigration en France, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui entre humanisme et fermeté ? Je peux juste prendre parce qu'il y a une bien idée. Sur la question de l'enfermement, justement, parce que l'humanité, je ne vais pas revenir pour ma part, la seule politique humaniste, je retrouverai la question de la régularisation et de la liberté de circulation et d'installation. Mais à titre personnel, c'est ce que je soutiendrai. Mais je vais revenir sur la question de l'enfermement pour une raison assez simple. Deux choses. La plupart des enfermements des personnes étrangères ont commencé ex-frama, c'est-à-dire hors cadre. La plupart des enfermements ont été légalisés. Alors, je parle des centres de rétention qu'on a évoqués tout à l'heure en 80, légalisés en 81. Les zones d'attente dans les aéroports ou les ports, légalisées en 95, 14, je ne sais plus trop la date précise, suite à un scandale, savoir la mort d'une personne sri-lankaise dans la zone ZAPI 3 à Roissy. Quand on légalise, généralement, et c'était justement la justification du pouvoir socialiste à l'époque, c'est qu'on va encadrer l'enfermement. On va reconnaître des droits aux personnes enfermées. Le droit notamment de contester leur enfermement, le droit de contester les décisions de refus d'entrée, etc., etc. Aujourd'hui, les frontières le contrôle frontières ont été rétablis suite à 2015 et à la vague terroriste et aux possibilités de rétablissement de ces contrôles aux frontières. On constate le retour des enfermements illégaux, c'est-à-dire ex-frama, à la frontière franco-italienne. Sous prétexte, et c'est ce que évoquent et invoquent les autorités locales, avec la complicité des autorités juridictionnelles, à savoir le Conseil d'État, c'est de la mise à l'abri. C'est de la mise à l'abri, mais de la mise à l'abri des personnes donc, qui traversent la frontière franco-italienne. Où ça ? Alors pas ici dans un centre d'accueil ouvert, c'est la mise à l'abri dans les commissariats. Dans les cellules, en gros, des commissariats où il n'y a pas de possibilité de sortir, où la nourriture n'est pas donnée selon les rythmes qu'on connaît. Cette mise à l'abri, c'est un enfermement illégal. Ils refusent la qualification de zone d'attente, ils refusent la qualification qui pourrait être attendue de zone d'attente, parce que derrière la qualification de zone d'attente, il y a des droits attachés à la zone d'attente. C'est déjà en soi problématique, scandaleux, si on se prend du point de vue qui est le mien.
Néanmoins, il y a encore des enfermements illégaux. Deuxième précision, par rapport à la nouvelle loi, et au fait que la France a été condamnée, je crois, pour la 10e fois, ou la 9e fois par la Cour européenne des droits de l'homme, pour l'enfermement des enfants. Et d'ailleurs, dans l'avant-dernière, je ne sais plus laquelle, la Cour européenne des droits de l'homme parlait d'un manque flagrant d'humanité de la politique française. C'était in extenso dans le texte. Pour ce qui est de l'enfermement des enfants, la loi qui est prévue là interdit, en tout cas dans les propositions qui sont faites, la rétention des enfants de moins de 16 ans. En tout cas, c'est ce qui est prévu et proposé et qui risque d'être voté. Ce qui, en soi, n'est pas tout à fait inattendu parce que le public dans les centres de rétention est en train de changer. Le public dans le centre de rétention, c'est des personnes qui ont été condamnées désormais, qui font un passage en prison et qui désormais vont être... voilà. Darmanin dit les dangereux, quoi. On va mettre seulement les dangereux dans les centres de rétention. Bon, je passe là-dessus, sur l'interdiction des enfants de moins de 16 ans. Je passe pas tant que ça parce que ça me ramène à la dernière mention du projet de loi. À savoir que le gros de la rétention, c'est à Mayotte. La moitié, 50% des personnes qui sont retenues, c'est à Mayotte. Le dernier article du projet de loi, en l'occurrence, c'est qu'il est laissé la possibilité aux législateurs de ne pas appliquer les nouvelles règles de la projet de loi Asile-Migration à l'outre-mer et de légiférer par ordonnance, donc de permettre à l'exécutif de légiférer par ordonnance. Donc on ne sait pas si à Mayotte, l'interdiction des enfants de moins de 16 ans dans les centres de rétention trouvera application, en l'occurrence. Ceci dit au passage, c'est juste les centres de rétention. Quid des zones d'attente et de l'enfermement des enfants dans les zones d'attente. Voilà. Ouais. Et les centres d'aide au retour, est-ce que par rapport aux conditions, est-ce que c'est les droits de ces personnes qui sont plus ou moins forcées à aller dans ces centres parce qu'on les oblige à quitter leur hébergement d'urgence et qu'elles se retrouvent soit dans ces centres-là, soit à la rue? Alors, ça paraît assez opaque en fait. Ouais, bah, c'est toute la question de savoir l'appréciation qu'on peut en faire. Pour ce qui est de la mise à l'abri, c'est très strict. Enfin, pour le coup, ça ressemble clairement à du carcéral. C'est aussi la question. Et la mise à l'abri, c'est le terme qu'ils emploient pour expliquer comment ils font. Pour les centres de retour, j'aurais pas de précision particulière à apporter. Il faudrait que je vois le détail. Ce que j'ai entendu. Tu m'aides avant tout. Deuxièmement, les préfectures sont des administrations qui accueillent du public. Moi, j'étais une ancienne administrative de l'État. On me demande des comptes. Moi, je dirige un service. On fait des statistiques d'accueil en termes anonymes, évidemment, et de règlement des personnes accueillies, des solutions trouvées, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir une sorte d'observatoire, à commencer déjà par une enquête, comme Michael, pour demander, préfecture par préfecture, ce qu'il en est, puisque vous dites qu'il y a un traitement inégalitaire. C'est documenté. Est-ce que c'est documenté? C'est documenté. Comment est-ce qu'on pourrait le publier, le rendre pour faire... Vous pouvez lire les rapports du défenseur des droits. Pour faire contrepoids à tous les préjugés. Faire une sorte de hit parade, si vous voulez, de l'accueil. Ah oui, en termes d'accueil, d'orientation et de solutions des personnes arrivant d'ailleurs, par département ou par préfecture. On le fait bien pour l'orientation scolaire et professionnelle. Benchmarker les préfectures. Oui, c'est intéressant. Ça se sait. La fameuse. Je t'en prie. C'est ironique. Ouais. Oui. Oui, oui. Pas forcément, je vous assure qu'on a un problème avec le droit à l'expression et le droit à l'information. Je pose la question, elle n'est pas tout à fait ironique. Il faut y travailler. Ah, je crois que ce qui était ironique, c'était la remarque qui venait de là. Oui, c'était... Oui. Peut-être un mot pour... Oui, ben alors si la question était la politique migratoire est-elle humaniste, alors je vous rassure, je ne vais pas faire une dissertation pour finir, on n'a plus le temps.
Mais qu'est-ce que ça signifierait qu'une politique migratoire humaniste? Ça signifierait déjà une politique qui respecte les droits fondamentaux de l'humain. Et les droits fondamentaux de l'humain, c'est une vieille tradition qui a été discutée par les théologiens, par les juristes, par les philosophes. Les droits fondamentaux humains qu'on appelle le jus gentium, le droit naturel, ce sont les droits imprescriptibles de l'homme et inaliénables qui découlent de sa nature humaine, en vertu même de ce qu'il est un homme. Vous voyez ? C'est ça la déclaration des droits de l'homme, c'est ça la déclaration des droits de l'homme ou de l'humain, comme on voudra, c'est-à-dire un droit à la sûreté, à l'égalité devant la loi, à la propriété, au traitement égal relativement assez semblable. Une politique humaniste, ce serait une politique qui déjà respecte ces droits, et cela de manière inconditionnelle, ce qui n'est pas sûr d'être le cas. Je pense à une phrase de Lévinas, je le citais tout à l'heure. Lévinas disait « Après vous », et après vous, il mettrait entre guillemets, cette formule de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation. Après vous, cette formule de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation. Ça signifie peut-être que l'humanisme, c'est avant tout la préséance à l'égard de l'autre, peut-être comment dirais-je, une bienveillance qui fait précéder l'autre par rapport à nous. Et je conclurai simplement sur une phrase de Gilles Deleuze qui disait « Être de gauche, c'est penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. » Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour votre présence. Peut-être deux petits mots avant de nous quitter. Vous pourrez retrouver du coup ces interventions, cette conférence sur la chaîne YouTube de la Micha. Si je ne me trompe pas, voilà, reprenez-moi. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux aussi Université en campagne contre les idées reçues, où vous aurez les différentes dates des prochaines conférennes. En l'occurrence, c'est très bien, voilà. Tu fais mon travail, c'est parfait. Je précise juste, donc on a une page Facebook, hein, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, voilà, une page Facebook qui s'appelle l'Université en campagne contre les idées reçues. Donc n'hésitez pas, il y a effectivement le programme à suivre. Alors on a la prochaine conférence, sera, puisque à chaque fois c'est un nouveau thème, donc le mois prochain il y en a une par mois, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Université en campagne contre les idées reçues. La prochaine c'est sur les chômeurs qui sont des assistés, voilà, c'est bien connu. Donc on discutera de tout ça à Emmaüs Mundo, en fait, qui maintenant n'est plus à Mundolsheim, j'ai compris que c'est à Bischheim en fait. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est le 8 février à 18h30 pour une fois. Première fois en 5 ans que ça existe, l'Université en campagne. C'est pas à 18h mais 18h30. Voilà. Suivez la page Facebook. Merci encore aussi à Germain qui a bien animé. Merci Germain. Merci à vous.